toutes et tous pour cette deuxième séance thématique donc sur le thème du travail collectif et des collectifs de travail. Je vais donc démarrer par vous projeter notre programme. Voilà. Donc pour cet après-midi, on démarrera donc par une petite introduction donc de Madame Christophe, directrice de l'autonomie de l'ARS Grand Est. Ensuite, Madame Caroli nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui, qui est experte de ce sujet. Elle nous fera un petit exposé. S'en suivra un petit temps de questions-réponses. On vous projettera en avant-première le premier épisode d'une mini-série voilà, qu'on a fait grâce à des entretiens et des retours d'expérience avec des EHPAD suite à la crise sanitaire. Et puis, vous aurez le témoignage donc, de l'EHPAD Barbara Dupont de Somme-Dieu. On reprendra un petit temps de questions. Et puis, Madame Ray, responsable de département et parcours personnes âgées à l'ARS, fera une petite conclusion. Et puis, on fera une évaluation de la séance. Madame Christophe, je vous laisse démarrer. Merci beaucoup et rebonjour à tous. Comme Madame Pierre vient de le préciser, donc, cette séquence d'aujourd'hui s'inscrit donc dans le cadre du partenariat que nous avons avec l'ARACT sur la thématique de la qualité de vie au travail. Donc, trois séances thématiques vous sont proposées et celle-ci est la deuxième. Et effectivement, elle est consacrée donc au thème du collectif de travail et travail collectif. Donc ces notions voilà, vont vous être présentées très en détail par l'ARAC tout à l'heure. Juste deux mots pour resituer le contexte de cette thématique. Le travail collectif, c'est une condition de constitution d'un collectif de travail. Il correspond au mode de coopération et de collaboration entre les membres d'une équipe qui vise à atteindre un but commun. Et lui, le travail collectif, par contre, correspond plutôt au fonctionnement des relations dans l'équipe, aux règles du métier. Donc, c'est une dimension qui est essentielle à la construction de l'identité des personnes, à leur intégration et finalement à l'intégration et à la reconnaissance des professionnels. Alors justement, je vais faire le lien. Vous avez évoqué la mission Laforcade et donc ces sujets sont vraiment au cœur de nos préoccupations actuelles. Et comme vous l'avez dit, monsieur Laforcade et donc sa mission sont en visite dans le Grand Est depuis hier sur la question de l'attractivité des métiers de l'autonomie. Et je voulais partager avec vous le fait que, voilà, que ce soit hier ou encore ce matin avec les fédérations médico-sociales, nous avons vraiment partagé la priorité vraiment à donner au développement de la qualité de vie au travail dans les EHPAD en particulier, mais même dans le champ médico-social au sens large. Voilà, il nous semble, ils ont insisté sur le fait que voilà, il convenait de valoriser le sens du travail dans le secteur médico-social. C'est un facteur, il nous semble, d'attractivité et notamment ce sens du collectif et du travail du collectif autour des personnes. Il nous semblait que c'était quelque chose à valoriser. Donc, je pense que ça va faire le lien avec ce que vous allez travailler cet après-midi. Et puis, ce travail en collectif, il doit permettre aux équipes de s'engager dans des projets. C'est vraiment un peu le cœur du réacteur aussi pour mobiliser les équipes. Et voilà, les fédérations nous ont dit que c'était aussi des éléments qui étaient importants pour fidéliser les équipes. Donc voilà, je voulais partager ces petites réflexions, même si elles sont très générales, avec vous cet après-midi. Voilà, et je sais que vous allez vraiment approfondir ça tout à l'heure. Et donc, l'ARS voilà, est intéressée et suivra avec beaucoup d'intérêt ce
que vous allez pouvoir faire au niveau des EHPAD, comment vous pourrez un petit peu concrétiser finalement dans des actions concrètes ces notions donc, de collectif de travail collectif, comment porter ça, comment valoriser ça d'une façon très, très opérationnelle voilà, au sein de vos équipes. Voilà, merci à vous et bons travaux. Je vais rejoindre la mission La Forcade, donc je vous prie de m'excuser de ne pas rester avec vous tout l'après-midi. Mais Gwenno Larrey, bien évidemment, va représenter l'ARS. Merci, merci Madame Christophe. Du coup, Dominique, je te laisse la parole si tu veux du coup introduire avant qu'on passe la parole à Sandrine Caroli. Merci beaucoup Amélie, merci Madame Christophe et merci à l'ARS et à tous ceux qui participent à ce rendez-vous. Je m'excuse de vous parler en fait depuis la voiture. Je suis en déplacement, j'avais des petits soucis en fait pour me connecter et du coup je vous ai rejoint. Je pourrais malheureusement en fait parce que je vais devoir continuer mon déplacement, pas rester avec vous cet après-midi, mais peut-être juste en guise d'introduction. Et puis je vous laisserai entre de bonnes mains avec Micheline, Amélie et Aline pour cette séance de travail. Peut-être juste sur la question en fait, des collectifs de travail. On sait que dans vos établissements, la crise en fait, est passée et a eu beaucoup d'effets, continue à avoir en fait, beaucoup d'effets et que toutes les structures en fait, s'en sortent pas en fait, de la même manière. Et je crois que la question en fait, du collectif et les questions autour de la participation, quand on est plusieurs autour de la table à participer à l'élaboration en fait, de l'organisation, de ce qui fonde en fait, l'organisation du travail, ça a des impacts. En tout cas, nous, on le remarque par nos retours d'expérience, ça a des impacts sur le collectif et sur le vécu de ces crises et on s'en sort mieux. Donc, je pense que c'est un sujet cet après-midi que vous allez aborder en fait, en profondeur. Et je ne vous prends pas plus de temps et je vous souhaite une belle après-midi en compagnie en fait, des personnes en fait, qui vont l'animer. Et bonne séance de travail. Merci beaucoup et à bientôt. Merci Dominique. Madame Caroli, je vous laisse la parole et puis je vous laisse projeter votre présentation. Il n'y a pas un truc sur la résilience? Non, c'était pas eux. Donc elle est d'accord d'échanger les 2 semaines. Oui, la seule chose. Bien. Alors il y a juste quelqu'un, je crois, voilà. Il y a juste quelqu'un qui n'a pas coupé son micro. Je crois que ça y est, c'est bon. Très bien. Elle veut pas faire bonjour à tous et toutes. Je suis Sandrine Caroli, je suis professeure en ergonomie au laboratoire PACT à l'Université de Grenoble. Et je me suis spécialisée depuis un certain nombre d'années sur cette notion d'activité collective qui combine, qui articule travail collectif et collectif de travail. Alors d'abord, je tiens à remercier l'ARACT Grand Est pour m'avoir invitée à ce séminaire, qui est une façon de valoriser mes travaux, mais aussi de discuter avec vous, d'échanger avec vous, puisque en fait, j'ai été aussi interpellée pour faire une gestion, un retour d'expérience sur la gestion de crise Covid dans le milieu de soins, et y compris les EHPAD. Et puis, je suis très contente d'avoir cette occasion de retravailler avec l'ARACT, parce que j'ai beaucoup travaillé avec l'ANACT à une certaine époque sur tout ce qui était prévention durable des troubles musculo-squelettiques, mais aussi sur le modèle des risques psychosociaux, comme étant un modèle qui tient la tension, mais aussi la régulation. Donc, je trouve que c'est aussi une belle occasion de retravailler tout ça. Alors, moi, j'ai fait plutôt des REX, des retours d'expérience en milieu industriel, dans les tunnels, dans certains milieux industriels où il y a eu des accidents, des gros accidents graves. Et puis là, j'étais amenée plus récemment à faire des retours d'expérience dans le milieu de soins liés à cette crise de la Covid. Et notamment, j'ai fait des retours d'expérience au niveau territorial, au niveau des hôpitaux, mais aussi dans les EHPAD. Alors, actuellement, j'encadre 3 doctorants en thèse sur la question des EHPAD, notamment sur comment on fait quand on est amené à transformer les EHPAD en termes d'espace de travail, sur tout ce qui concerne les organisations transitoires quand on continue à être en activité. J'ai une thèse aussi que j'encadre sur la question de la justice organisationnelle et du lien avec les troubles musculo-squelettiques. Et puis plus récemment, là, une thèse qui démarre sur les REX liés au Covid, mais qui s'inscrit véritablement aussi sur
la notion de collectif et les démarches participatives. On sent bien que quand il y a une possibilité de démarche participative, ça construit des marges de manœuvre dans l'organisation du travail et ça permet de lutter contre les TMS, mais aussi la souffrance au travail. Et puis, parallèlement à ça, je travaille avec tout un réseau d'EHPAD dans le cadre d'encadrement d'élèves ingénieurs qui font des études ergonomiques sur tout ce qui est problématique de manutention, mais aussi d'organisation du travail en lien avec les troubles musculo-squelettiques. Alors, aujourd'hui, l'objectif, c'est de discuter avec vous de ce modèle, de l'activité collective, de vous donner quelques informations sur ce REX réalisé dans un EHPAD pour interroger le collectif de travail, et puis de dresser quelques perspectives opérationnelles et scientifiques qui seraient à poursuivre. Alors, je rappelle le contexte. Le contexte, c'est que le milieu médical et de soins a été directement impacté par la crise de la Covid. La crise, elle existait avant. On était déjà dans un contexte de pénurie au niveau des hôpitaux, un manque de médecins, un manque de soignants et des moyens assez faibles dans les EHPAD. On manque de personnel, on a beaucoup de turnover, de l'absentéisme, on a la pression des familles, on ne peut pas faire du travail de qualité. Voilà. Et c'était déjà difficile avant. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir quand on est en situation de crise, par rapport à cet avant, qu'est-ce que ça produit finalement, cette situation de crise. Et puis, on est dans un contexte aussi où il y a beaucoup de réformes du système de santé, Ségur, Ondam, des plans comment dire, tout ce qui est politique là actuellement. Et puis, on sent bien que ça patine un peu. Et c'est intéressant de faire un retour d'expérience sur le Covid parce que c'est l'occasion de faire évoluer aussi ces réformes sur les systèmes de santé. Donc moi, j'ai fait plusieurs recherches déjà dans le milieu de soins, pas forcément que par rapport à la crise Covid. Les soignants, les EHPAD, les médecins généralistes, les pompes funèbres, les médecins du travail, etc. Donc c'est tous ces exemples-là aussi qui me nourrissent aujourd'hui pour faire des REX dans les milieux des EHPAD. Alors l'enjeu scientifique de la gestion de la crise, c'est de se dire, la crise, en fait, c'est une opportunité. La crise, bien sûr, on est en situation d'urgence, et c'est une opportunité pour faire autrement, pour vivre d'autres choses et pouvoir en tirer des leçons. Alors, les modèles que j'utilise, moi, en tant que scientifique, c'est dire la gestion de la crise, c'est toujours un arbitrage entre une sécurité réglée et gérée. Je reviendrai sur ce modèle. C'est une capacité collective à s'adapter, à rebondir des organisations et qui nécessite aussi de ne pas travailler tout seul, travailler avec d'autres. Et puis, on apprend. Vous avez vu que la crise de la Covid, ça fait plus d'1 an. Donc, on apprend aussi, individuellement et collectivement, à faire face et à gérer ça. Et ce qui m'intéresse, moi, plus particulièrement, c'est le lien entre activité collective et gestion des risques, gestion de la crise. Alors, je vais reprendre ces modèles-là, gérée, pour dire que quand on est en situation de crise, ça nécessite une réorganisation du travail avec des espaces de débat entre des connaissances générales, des normes, des prescriptions, des concepts, et puis des connaissances spécifiques qui sont plus liées à la connaissance des situations de travail, à la variabilité des personnes âgées, des collègues, et qui nécessitent souvent, pour pouvoir gérer les aléas, les défauts, les dysfonctionnements, de mettre en œuvre des régulations et de construire des marges de manœuvre. Et souvent, c'est parce qu'on arrive à confronter quelque chose qui est théorique, qui est prescrit, à quelque chose qui est réel, qu'on arrive à réorganiser le travail dans des moments où on va discuter au niveau de l'équipe, etc. Cependant, moi, ce que je rajoute par rapport à ce modèle-là, qui est modèle porté plutôt par la sécurité industrielle, c'est dire il y a aussi un autre niveau de connaissance qui est important, c'est la connaissance collective. C'est-à-dire comment on construit des règles de métier, c'est quoi nos savoirs, comment on se les transmet, est-ce que je connais l'autre, sa manière de fonctionner, est-ce qu'on a confiance, et tout ça, ça permet aussi de gérer les risques. Donc, c'est la notion de collectif. Et donc, finalement, la réorganisation du travail, c'est un arbitrage entre des connaissances théoriques, des connaissances de terrain, mais aussi des connaissances collectives. Alors, ça m'amène sur le modèle de l'activité collective que je travaille depuis un certain nombre d'années pour vous montrer que, en fait, dans le modèle de l'activité collective, c'est très important de distinguer le travail collectif du collectif de travail. Le travail collectif, c'est la manière dont on va travailler ensemble, c'est le faire, la manière dont on va s'aider,
répartir les tâches, répartir les contraintes, etc. Tandis que le collectif de travail, c'est la manière dont on fonctionne ensemble. C'est la manière dont on vit ensemble. La manière dont on se dit bonjour, la manière dont on boit le café, la manière dont on écoute l'autre, la manière dont on se reconnaît et on partage un certain nombre de valeurs et de sens ensemble. Alors c'est important de le distinguer parce que parfois dans des situations de travail, on se retrouve dans du travail collectif sans collectif de travail. On arrive à s'entraider, mais on ne partage pas grand-chose ensemble. Ou à l'inverse, on peut avoir des situations où il y a du collectif, mais on ne travaille pas ensemble. On partage les mêmes règles de métier, les mêmes valeurs, mais on est chacun dans son bureau et finalement, on n'est pas amené à travailler ensemble. Donc, il n'y a pas de travail collectif. Donc, mon hypothèse, c'est de dire que pour qu'il y ait de l'activité collective, on a besoin des deux. On a besoin de la combinaison entre du travail collectif, des moments où on travaille ensemble, et puis des moments où on partage aussi un certain nombre de valeurs et de sens ensemble. Et quand il y a de l'activité collective, eh ben, ça produit de la réélaboration des règles. Et plus il y a de la réélaboration des règles, plus on est capable de s'adapter par rapport aux situations de crise, aux situations d'imprévu, de faire face ensemble, et ça renforce le travail collectif, mais aussi le collectif de travail. C'est ce que je vous montrais dans le modèle précédent, c'est-à-dire que la réélaboration des règles, c'est la sécurité gérée, c'est-à-dire la manière dont on fait face par rapport aux situations. Et ça, c'est possible parce qu'il y a de l'activité collective. Ça, c'est la première fonction de l'activité collective. Deuxième fonction de l'activité collective, c'est que plus il y a de l'activité collective, plus ça préserve la santé de chacun. C'est-à-dire ça autorise le développement des compétences et la complémentarité au sein de l'équipe. Et cette santé individuelle, elle participe aussi à la prévention des risques, la souffrance au travail, voire même à des troubles musculo-squelettiques, puisqu'elle autorise à la possibilité de développer ses propres gestes professionnels. Et puis l'activité collective, elle a une troisième fonction, c'est celle d'entretenir le collectif. Le collectif, ce n'est pas une donnée en soi. Ça se construit, ça prend du temps, ça nécessite parfois des engueulades pour se mettre d'accord. Et il ne suffit pas de dire maintenant, vous n'avez qu'à travailler ensemble. Voilà. Ça veut dire qu'on a de l'expérience collective. Et c'est ce qu'on appelle la vitalité du collectif, c'est-à-dire que ce collectif, il s'entretient pour être vivant et pour pouvoir justement construire des marges de manœuvre et permettre une prévention et une gestion des risques. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de rentrer justement dans le détail de la définition du travail collectif et du collectif de travail pour assurer ces différentes fonctions de l'activité collective, qui sont donc la réélaboration des règles, la préservation de la santé et entretenir le collectif de travail lui-même. Et j'ai oublié une chose, c'est que plus vous êtes collectif, plus la santé est possible, la préservation de la santé est possible. Alors, d'un point de vue scientifique, le travail collectif, il existe différentes approches. Je vais aller assez vite là-dessus pour vous dire quel est mon positionnement. Il y a certains collègues qui regardent le travail collectif comme la possibilité de réguler des contraintes. Ça, c'est une approche systémique. Il y a d'autres collègues qui sont plus dans comment les gens assurent une performance parce qu'ils arrivent à se synchroniser ou à répartir les tâches ou à se coordonner. Ça, c'est une approche plutôt cognitive et qui renvoie aussi à l'approche interactionniste où on est dans une cognition distribuée. C'est-à-dire qu'on est capable de se comprendre à demi-mot et on sait comment l'autre va agir et on regarde comment l'autre va agir pour pouvoir agir. Ça relève aussi très souvent de l'approche des communications. Parfois, la communication, elle passe par un langage. Quand on dit est-ce que tu as vérifié je sais pas, le R12, R12 ça parle pas, mais le R12 ça veut dire quelque chose pour les professionnels et ils sont capables ensuite d'aller faire l'action. Il y a de l'intercompréhension entre les professionnels grâce à ces langages opératifs. L'idée du cours d'action, c'est de dire que le travail collectif, ça ne se fait jamais par hasard, c'est lié à une situation particulière, c'est lié à un contexte. Donc c'est quelque chose qui se fait dans un contexte. Et donc ça renvoie aussi, si ça se fait dans un contexte, dans une situation donnée, la notion de travail collectif elle est assez proche de la notion de régulation. Comment les gens ils régulent, comment ils font face, comment ils équilibrent un certain nombre de contraintes. Et puis on pourrait dire le travail collectif c'est pas non plus une donnée en soi, ça évolue au fil du temps, le travail collectif en fonction des individus qui caractérisent ce travail collectif et qui mettent du sien pour pouvoir réaliser ce travail collectif. Et ça renvoie à une approche plutôt développementale, c'est-à-dire que dans le travail collectif, il peut y avoir une articulation entre des activités individuelles et du travail collectif, il peut y avoir des phénomènes aussi de développement des compétences et d'apprentissage.
notamment quand on travaille avec un ancien, hein, on voit bien comment il travaille et puis ça nous donne des pistes, hein, des clés pour pouvoir élaborer ces gestes de métier. Alors, le travail collectif, il faut faire attention parce que très souvent, on dit « Ah, ils coopèrent les gens ». Mais la coopération correspond à une situation particulière de travail collectif. Et il existe en fait différentes formes de travail collectif. Dans ce schéma, vous avez représenté les opérateurs, opérateurs 1, 2, etc., qui poursuivent des buts. Les buts, c'est A, B, C ou D. Hein. Et puis, les flèches, elles représentent le temps. Plus les flèches elles sont longues, plus c'est à long terme. Plus elles sont courtes, plus c'est à court terme. Donc, je vais décrire ici différentes formes de travail collectif en fonction des buts que poursuivent les opérateurs. Et est-ce que ces buts, c'est à plus ou moins long terme? Alors, la situation de coactivité, coaction, vous voyez que c'est à peu près la même figure. Hein. Chaque opérateur poursuit un but. Et puis, à long terme ou à court terme, ils vont arriver à élaborer un but commun. Donc, la coactivité, hein, c'est par exemple deux professionnels qui font des choses différentes, mais à très long terme ou à court terme, ça va se réunir. Leur travail va permettre de poursuivre des objectifs de performance, par exemple, ou d'efficacité. Je vais prendre des exemples qui ne sont pas forcément dans votre milieu hein, pour comprendre. Moi, je suis par exemple souvent en situation de coactivité avec mes collègues en recherche. On travaille chacun sur nos objets de recherche. Et puis, à un moment donné, la production scientifique qu'on réalise va permettre d'élaborer des nouvelles normes, des nouvelles réglementations. Mais ça, on ne travaille pas du tout ensemble, on est dans des domaines complètement différents. Hein, il y en a un qui peut travailler en physique, et puis moi, je travaille en sciences humaines. Et quand il va falloir faire une norme sur, je sais pas, sur des risques chimiques, par exemple, on va coupler des choses de connaissances techniques avec des connaissances sur l'acceptabilité, la représentation du risque, etc. La coaction, une situation facile à se représenter de coaction, c'est par exemple des guichetiers à la SNCF hein, qui sont côte à côte. Ils ont chacun leur file d'attente. Ils réalisent leur but immédiat. Mais il n'empêche que si l'un va plus vite que l'autre, ça va jouer sur la performance hein, de la SNCF. Donc ça, c'est la situation de coaction, mais ils ne travaillent pas ensemble. Ils travaillent côte à côte et chacun, dans leur activité individuelle, participe finalement à une performance collective. Alors, ça peut arriver aussi en EHPAD, hein, où, par exemple, quelqu'un qui est de l'unité A et l'autre qui est de l'unité B, ils ne travaillent pas du tout ensemble. Hein, et pourtant, la qualité de soins va dépendre aussi de ce que produit l'unité A par rapport à l'unité B. La collaboration, c'est une autre situation où chaque professionnel réalise un but spécifique. Et vous avez ici un rond. Le rond, ça veut dire qu'à un moment donné, ils ont une action commune. Ils sont obligés de partager pour réaliser un but commun qui est souvent à court terme. Donc la collaboration, hein, c'est par exemple au moment du petit déjeuner, il y en a une qui va distribuer les repas, aller la nager dans une autre qui préparer le pilulier avec les médicaments. Elles font chacune quelque chose, d'accord? Et à un moment donné, quand il va falloir aider la personne âgée à manger, on va mettre en commun les actions des uns et des autres pour arriver à faire une prestation de qualité. La coopération, c'est deux professionnels qui travaillent ensemble pour un but immédiat. Donc, par exemple, quand on fait la réfection des lits, il y a une personne qui tient le corps de la personne et l'autre qui tire les draps. Là, on est dans une situation de coopération. Et on poursuit le même but tout à fait immédiatement. Et on est obligé de travailler ensemble, hein, d'accord, représenté par le rond. On a cette situation aussi de coopération quand, par exemple, on fait marcher une personne âgée dans le couloir, où chacun retient hein, sous l'épaule la personne âgée pour qu'elle puisse marcher. Et puis, si on n'est pas dans la synchronisation, hein, si on n'arrive pas justement à bien coopérer, la personne elle glisse et là, on se fait mal au dos. Et puis, dernière situation de travail collectif, c'est l'aide ou l'entraide. C'est chacun poursuit un but, mais à un moment donné, l'autre vient aider l'autre pour réaliser son but. Hein, par exemple, je suis en train de faire l'échange, puis ma collègue, elle voit qu'il manque des couches, elle prend sur le chariot et me les amène. Ça, c'est une situation d'entraide. Pourquoi c'est important de distinguer ces différentes formes de travail collectif? Parce que plus on est... D'abord, chaque forme de travail collectif est justifiée hein, par rapport à la situation de travail. Et parfois, il vaut mieux être dans la coactivité, et parfois plus d'être dans l'aide ou l'entraide. Hein, ça dépend des objectifs de performance et de préservation de chacun.
mais c'est aussi que plus on a l'ensemble de ces formes disponibles, plus on peut réguler la situation. Et notamment, moi, quand je vais faire du diagnostic dans les entreprises, hein, je me rends compte que parfois, on n'est que dans la coactivité, on n'est jamais dans la collaboration, la coopération, l'aide ou l'entraide. Et ça, c'est un très bon indicateur, hein. Le travail collectif va être efficace quand on a un peu de collaboration, de coopération et d'aide d'entraide. Voilà. Alors ensuite, ce qui est important de dire aussi, c'est que si justement on a toutes ces formes de travail collectif qui sont disponibles et qu'on peut utiliser en fonction de la situation qu'on rencontre, le travail collectif va poursuivre deux fonctions. La première fonction, c'est qu'il va permettre de gérer la performance, hein, de gérer la production. C'est-à-dire qu'on arrive à mieux se répartir les tâches, à négocier les contraintes. Et ça va permettre aussi de réguler la charge de travail, à réduire les efforts, mais c'est aussi un lieu d'échange, hein, et un lieu d'apprentissage et de formation. Encore faut-il qu'il y ait toutes ces formes de travail collectif disponibles dans l'équipe. Et pour que le travail collectif soit efficace et efficient, hein, pour qu'il puisse tenir les objectifs de production, mais aussi de gestion de l'effort, on a des conditions de travail collectif. D'abord, il est évident que ça ne peut pas marcher si l'équipe est instable. On a beaucoup de turnover et beaucoup d'absentéisme. Donc, il faut quand même un peu de stabilité, de la mixité en âge, en expérience, en sexe, etc. Il faut que l'équipe puisse partager aussi des objets communs, hein, par exemple le chariot, le cahier de transmission, le pilulier ou l'endroit où on va ranger les vêtements, par exemple, avec le même mode d'organisation. Et puis qu'on ait des références communes, hein, sur la manière de travailler ensemble. Sur la manière dont on va installer la personne pour qu'elle mange sans faire glisser et qu'elle puisse prendre ses médicaments au bon moment. Ça, c'est des références communes. Et qui sont opératives très souvent pour l'action de travail collectif, hein. Alors, je vais prendre quelques exemples ici maintenant, hein, dans votre milieu. Par exemple, faire binôme, c'est du travail collectif. Hein, faire binôme, c'est souvent un travail collectif de proximité, mais aussi qui permet de faire l'anticipation dans le travail. Donc, faire binôme, ça peut être par exemple coopérer, hein, j'en ai parlé, hein, quand on travaille à deux, l'un maintient, alors l'autre vie, c'est pas tout à fait ça, je ne sais pas pourquoi j'ai ça, l'autre maintient et puis l'autre, je sais pas moi, prépare la poubelle proche pour qu'on puisse faire le change, hein, par exemple. On peut être aussi à travailler parfois dans des espaces un peu exigus, hein, par exemple faire la toilette, hein, ou la grande toilette, donc c'est comment on bouge nos corps aussi pour ne pas se gêner. Le travail collectif, quand on fait binôme, c'est aussi faire une tâche jusqu'au bout, hein. Je pense que ça peut être pour de mêmes professionnels, mais ça peut être aussi entre différents professionnels, hein, par exemple entre l'infirmière ou l'aide-soignante, etc. Hein. Donc, c'est aussi autoriser à chacun la possibilité de faire sa tâche jusqu'au bout et pas être interrompu tout le temps. Être à l'écoute de la fatigue de l'autre pour pouvoir éventuellement compenser. Demander des informations, vérifier ce qu'a fait l'autre, demander des conseils aussi, hein, ça c'est faire binôme. Et puis quand on est face à une difficulté, c'est important aussi que le binôme soit en capacité d'ouverture, hein, et de faire appel à un autre collègue pour venir soutenir s'il y a un problème. Alors, je vais vous parler maintenant de ce REX, hein, que j'ai réalisé dans un EHPAD sur les relations avec les collègues. Alors, le REX, hein, juste pour vous dire, ça se rapproche assez des REX que j'ai vus faits par l'ARACT, hein. En général, moi, les REX, je les ai faits dans ces EHPAD avec plusieurs temporalités, c'est-à-dire juste après la première vague et puis après la deuxième vague. C'est important d'avoir une continuité, hein, et de voir aussi comment l'équipe évoluait. Et puis, ce REX, il porte d'abord sur tout ce qui a changé. Et quand je dis tout ce qui a changé, on regarde ça à différents niveaux, hein. Par exemple, qu'est-ce qui a changé dans les relations avec les collègues, dans les relations avec la hiérarchie, avec les autres services à l'extérieur, avec l'hôpital, dans les moyens de travail, avec les résidents, avec les familles, avec les horaires. Qu'est-ce qui a changé aussi en matière d'intensité du travail, de poste de travail et de métier. Je ne vais pas reprendre avec vous l'ensemble de ces dimensions, hein, puisque en fait, l'objectif aujourd'hui, c'est de plutôt parler des relations avec les collègues. Donc, je vais reprendre un peu tout ce qui a changé pour eux dans les relations avec les collègues. Et puis très souvent, après, moi, j'essaye d'identifier les problèmes et les solutions. Ça renvoie un peu au modèle que j'ai accompagné à l'ANACT, hein, sur les risques psychosociaux.
C'est-à-dire qu'on essaie d'identifier ce dont on est fier, ce qui a marché mais ce qui n'a pas marché, et puis ce qui serait amélioré. Et ça permet, à partir de ce repérage des problèmes et des solutions, d'orienter un certain nombre de transformations possibles. Je ne vais pas aller plus dans le détail de ces retours d'expérience. Je pourrais vous apporter des informations supplémentaires si vous le souhaitez. Mais je voudrais juste vous montrer un petit peu ce que ça donne dans cet EHPAD. Donc, je rencontre l'EHPAD en juin 2020. Moi, je suis en Rhône-Alpes. Rhône-Alpes, on n'a pas du tout eu la crise comme dans le Grand Est. Nous, on a eu la vague plutôt à l'automne. Donc, néanmoins, il a fallu s'organiser parce qu'il commençait à y avoir quelques cas de Covid. Et donc, les professionnels, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent on est plus fort dans les relations, on a beaucoup pleuré, il y a eu beaucoup de réactivité avec des adaptations rapides, on a plus de confiance entre nous. Ça nous a rapprochés avec plus de travail d'équipe, plus de reconnaissance aussi des différents métiers avec de l'aide. Et on était actifs, on faisait. Donc, là, moi, cette restitution, au départ, je me suis dit, tiens, en fait, ils ont renforcé leur travail collectif. Et on a essayé de réfléchir avec eux sur 2 pistes d'action possibles. Et notamment, il y a eu un chantier qui s'est mis en œuvre sur la communication au sein de l'équipe et des plannings, l'organisation des staffs, etc. Et puis, un chantier qui s'est mis aussi en place sur la relation avec les familles. Et puis, j'ai rencontré ensuite cette équipe à nouveau en février 2021. Et où ils ont travaillé la communication dans l'équipe. Et sur la communication dans l'équipe, ils se sont vraiment améliorés sur tout ce qui était relationnel dans l'EHPAD. Ils disent que le travail d'équipe s'est renforcé pour le bien-être des résidents, avec une communication plus forte au sein des équipes et des échanges aussi entre les unités, alors que ça n'existait pas du tout auparavant. Des réunions qui s'organisent le mardi entre la direction et les salariés, et puis une bonne interaction entre les professionnels en matière de pluridisciplinarité, aide soignante, auxiliaire, etc. Une meilleure écoute, un bon relationnel. Et le relationnel passe par visiter les unités, écouter, et des temps de réponse et de réaction beaucoup plus courts, et une bonne communication intra- et inter-équipe. Donc, le constat dans cette EHPAD, c'est qu'on est passé un peu d'un travail collectif véritablement à un collectif de travail. Ce qui ne veut pas dire que le collectif n'existait pas. On va y revenir justement sur la question de la durabilité des transformations. Alors, je voudrais donc maintenant définir un peu c'est quoi un collectif. Alors, un collectif, je vous invite à distinguer groupe, équipe, collectif et réseau. Le groupe, c'est un ensemble de personnes qui se réunissent, mais ce n'est pas forcément en lien avec le travail, avec la tâche. On peut avoir, par exemple, un groupe de femmes qui s'organisent pour la garde des enfants, ou mais ce n'est pas forcément en lien directement avec la prescription. Tandis que l'équipe, c'est lié avec la prescription. Quand on dit telle personne et telle personne, vous allez travailler ensemble, ça, c'est de la tâche, c'est défini par la tâche, et ça constitue l'équipe. Le réseau, je saute le collectif pour l'instant, le réseau, c'est qui vont se mettre en et ça n'a pas duré. C'est pour des circonstances particulières. Par exemple, dans un EHPAD, quand on a un décès, il y a un réseau qui se constitue avec le lien avec les pompes funèbres, avec les agents médicaux, avec l'hôpital, etc. Et donc, il y a un réseau qui se constitue, c'est-à-dire que c'est des relations qui sont éphémères, mais qui ne durent pas. Et puis, le collectif, par contre, c'est des relations qui sont durables et qui ne sont pas l'équipe, qui relèvent de l'activité collective, de la manière dont on va travailler ensemble et on va partager ensemble. Donc, un collectif, ça repose sur des règles communes, des manières de fonctionner, du sens. Et surtout, le collectif, il est très attentif à la santé de chacun. Par exemple, dans un EHPAD, s'il y a une professionnelle qui est très secouée parce qu'elle est très attachée à la personne qui vient de décéder, qu'il va falloir assumer un autre décès, on s'arrange pour qu'elle ne fasse pas le décès suivant. Et on la préserve parce qu'elle risque de craquer. Donc le collectif, il est aussi attentif à la préservation des autres et de soi-même. Et on autorise aussi dans le collectif qu'il y ait certaines personnes qui puissent moins donner à un certain moment ou qui puissent apporter leurs compétences à un autre moment. Donc le collectif, quand il y a du collectif, ça donne du pouvoir d'agir à chacun. Ça permet à l'individu de prendre soin de son travail et ça contribue à la santé de chacun et de tous. Et ce qui est important dans la notion de collectif de travail, c'est que c'est pas tout le monde pense pareil. Un collectif de travail, c'est pas
ça autorise justement la diversité. Ça autorise que on ne va pas vivre les émotions de la même façon, qu'on ne va pas travailler de la même façon, que ça n'a pas les mêmes effets sur la santé. Le collectif, il tient compte de cette diversité des individus, et de la santé, et de la préservation de la santé. Donc, les conditions, par contre, hein, c'est que, effectivement, un collectif, ça prend du temps. Comme on l'a dit tout à l'heure, hein, le travail collectif, plus il y a de travail collectif, plus ça va enrichir le collectif de travail. Ça permet de constituer des règles de métier hein, sur comment on accompagne la personne en fin de vie, comment on l'amène à la salle pour manger, comment on lui fait sa toilette, etc. Ça nécessite aussi qu'on reconnaisse qu'on est différent et qu'on n'a pas les mêmes compétences et qu'on peut être complémentaire dans nos compétences. Ça nécessite beaucoup de relations d'échange. Hein, plus il y a de l'entraide, plus on est dans des situations de donner, recevoir, de repenser le travail. Et ça repose aussi, bien sûr, sur la confiance. Hein. Quand il y a de la confiance, il y a du collectif de travail. Alors, pour revenir sur ce REX, hein, dans l'EHPAD dont je vous parlais, ce qui est intéressant, c'est justement d'interroger ce collectif de travail. Donc, la manière dont on a pu l'interroger ici, c'est de dire de quoi vous êtes fiers, en fait. Hein. Qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce que vous avez eu l'impression d'avoir réussi par rapport à cette crise de la Covid? Alors, les professionnels nous disent hein, d'être restés en poste à l'EHPAD, de ne pas avoir baissé les bras, de s'être battus contre la maladie, d'assurer ses émotions, d'accepter et de faire avec le virus, de travailler même pendant la période d'épidémie, d'assurer notre vie personnelle, hein, d'être toujours marié, d'avoir assuré nos enfants et notre famille, d'avoir lutté pour préserver la dignité des résidents malgré les protocoles, d'avoir accompagné les résidents en fin de vie, mais aussi ceux qui ne sont pas en fin de vie, hein, qui sont en vie. On est fiers aussi des collègues, de l'entraide qui s'est créée entre les unités, de partager nos expériences, de les transmettre aux générations futures. On est fiers de l'EHPAD, on est fiers de travailler dans cet EHPAD et d'en sortir plus fort et que tous les salariés malades du Covid soient revenus. Et on est fiers de notre métier. Et donc là, on a effectivement les ingrédients hein, qui montrent qu'il y a bien une vitalité du collectif de travail qui permet dans cet EHPAD finalement non seulement de partager ensemble, mais aussi de réorganiser le travail. Alors pour moi, c'est quelque chose qui est important, hein, c'est que plus il y a de l'activité collective fondée sur cette combinaison entre travail collectif et collectif de travail et respectant la diversité de chacun, plus il y a de l'activité collective. Et cette activité collective, elle a plusieurs retombées hein, en matière d'efficacité, de valeur, mais aussi de santé. Vous voyez que le modèle de l'activité ici, il comprend aussi la construction du sens, hein, la construction des valeurs. Ce dont on est fier, ce qu'on n'avait pas imaginé, ce qu'on arrive à construire. Et plus on a de l'activité collective et plus ça participe à la réorganisation collective du travail. Et c'est cette réorganisation collective du travail qui doit être soutenue par l'encadrement pour aider les équipes finalement à réguler quand on est face à une situation de crise ou à des aléas ou des dysfonctionnements. Alors, je vais montrer quelques exemples hein, de réorganisation dans cet EHPAD. Hein. C'est que, en fait, par l'activité collective, ils ont réussi à réorganiser sur les mouvements interunités du personnel soignant avec des secteurs Covid et non Covid pour s'adapter à une situation qui était un peu longue à la propagation du virus. Ils ont aussi réussi à travailler entre différents EHPAD pour pouvoir faire des remplacements quand ils ont eu des clusters et des personnels absents. Ils ont créé des moyens d'annoncer les décès d'un résident aux autres résidents, notamment en faisant un arbre de vie qu'ils ont fait circuler. Donc, ils ont créé des objets intermédiaires et il y a eu des innovations hein, qui ont été faites. Il y a eu aussi une manière de s'organiser par rapport à la prise en charge des résidents hein, pendant l'épidémie, de gérer les décès, notamment aussi avec les pompes funèbres et parfois en réélaborant un certain nombre de règles pour que ce soit quand même correct vis-à-vis du résident, mais aussi de la famille. Ils ont redéfini un certain nombre de règles de travail, hein, notamment sur tout ce qui est gestion temporelle, hein, planning, horaire, pour que ce soit mieux adapté à chacun. Et puis, il y a eu des aménagements aussi de l'espace, de l'équipement de travail, sur des chariots, par exemple, pendant cette période-là, comme les personnes elles étaient dans leur chambre, et ben, ils ont mis des petites graines pour qu'il y ait des oiseaux qui viennent boire près de la fontaine et que les personnes elles puissent voir les oiseaux et qu'on puisse discuter de quelque chose avec les personnes.
Donc, il y a eu des initiatives qui ont été prises. Et puis, énormément, du coup, d'organisation aussi des transmissions, qui étaient pauvres à l'époque, à l'intérieur de l'équipe, mais aussi entre les équipes. Donc, plus il y a de l'activité collective, plus ça participe aussi à la réorganisation du travail. Et ça, on sait combien ça joue sur la qualité du travail. Alors, tout ça, c'est beau. Ça a été possible pendant la gestion de la crise Covid. Donc, je continue à suivre ces différents EHPAD pour pouvoir poser la question, mais finalement, comment ça peut être duré tout ça? C'est une expérience collective assez extraordinaire. Et on peut se poser des questions des ingrédients, finalement, qui ont conduit au développement de cette activité collective. Alors, ce n'est pas une évidence parce qu'aujourd'hui, on est dans le creux de la crise. Donc, en fait, les gens sont crevés, sont épuisés, sont fatigués. Et donc, il y a moins d'entrain quand même à une participation, même à des réunions, etc. Mais ça, je crois qu'il faut laisser le temps aux gens de récupérer, et c'est normal. Et puis, surtout, c'est qu'ils ont eu aussi des moyens d'une activité collective. C'est-à-dire que il y a eu énormément de soutien, de remplacement, de moyens, etc., qui, de fait, ont facilité aussi les possibilités de travail collectif qu'ils n'avaient pas par le passé. Et plus il y a eu de travail collectif, plus il y a eu de collectif de travail. Il y a eu un réel soutien aussi de la direction, qui s'est trouvé vraiment proche de ses salariés, beaucoup plus proche que par le passé. Et ça il faudrait que ça reste, parce que ce soutien, connaître les régulations des salariés, c'est aussi les soutenir après dans l'organisation du travail. Et puis, il y a eu vraiment des changements aussi dans les rapports aux familles, avec beaucoup plus de reconnaissance, mais aussi des familles moins pressantes, moins présentes, qui participent aussi à la possibilité d'avoir de l'autonomie par rapport à la manière de gérer le résident. Donc ça, c'est des choses qui seraient à poursuivre aussi. Et puis bon, je crois qu'il ne faut pas se leurrer. Là, on a eu une situation un peu particulière où il y a eu quand même un soutien assez intéressant des EHPAD avec des équipes mobiles, avec des hotlines, avec le CLIN, avec du remplacement, etc. Mais ça devrait s'inscrire dans une évolution plus large de la territorialisation du système de santé, des liens entre EHPAD, hôpital, médecins, etc. Et ça, c'est des choses à construire sur du long terme pour que ça puisse durer. On sait combien le manque de moyens, le manque de finances peut gêner la possibilité justement d'avoir des actions pour améliorer la qualité du travail. Voilà, merci de votre attention. Et merci en tout cas pour tous ces apports très, très intéressants. On vous passe la parole, les établissements qui sont là. Est-ce que vous avez des questions à poser par rapport à ce qu'on vient de dire, des expériences, des témoignages qui illustrent ce qu'on vient de se dire? Isabelle Coulon, de libre Alzheimer, 98 lits, pour situer le contexte. C'est vrai que nous, on a eu une forte période Covid sur la première vague, avec voilà, des choses que je reconnais dans travail collectif et collectif de travail. Et peut-être que sans le savoir, je pense que dans notre EHPAD, on a découvert le collectif de travail, où effectivement, j'ai pour mémoire le jour où il a fallu transporter les résidents atteints de Covid dans le secteur Covid. Et là, tout le monde a mis la main à la pâte. Donc, effectivement, là, peu importe qu'on soit soignant, psychologue, voilà, chacun avait sa tâche. Et c'est bien un collectif de travail qui a permis qu'on le fasse assez rapidement. Et on a changé 35 personnes. Donc, c'était énorme au niveau de l'organisationnel. Et ça s'est fait d'une façon... comment je dirais ça? En fait, il y avait une certaine... j'ai le mot joie en tête, alors c'est assez fort ce mot joie, mais joie d'y arriver, voilà, de faire ensemble et chacun qui participe et du coup, il y a du sens. Il n'y a pas que les soignants qui sont touchés par les résidents qui sont atteints, il y a aussi voilà, chacun qui participe et qui met la main à la pâte, si je puis dire. Donc ça, c'était aussi très, très fort et je reconnais bien là le modèle que vous nous avez présenté. Voilà. Je vous remercie de ce commentaire.
ça me permet de rebondir sur cette notion de vitalité du collectif. Pour moi, la joie est un indicateur. Hein. Quand il y a beaucoup d'humour, qu'on rit, voilà, ça veut dire que ça circule, quoi. Il y a quelque chose qu'on partage ensemble, même si les contraintes sont dures et qu'on fait face. Hein. Et souvent, c'est un bon indicateur quand on voit des équipes qui rient jamais. Voilà, qu'il n'y a pas cet élan. Hein, un peu. Et ça va tellement loin que quand on se retrouvait ensemble pour les moments du repas, on a autant pleuré que ri. C'est-à-dire qu'on a lâché les émotions. Et c'est ce que je disais à mon équipe. Je dis, mais si, on a le droit de pleurer, on a le droit de rire. Et ici, on peut le faire entre nous parce qu'on est tous pareils. On est dans cet état où on est là pour sauver des vies. On est dans cet état où il faut qu'on soit… alors moi, en tant que DIRLO, j'avais la responsabilité de la lettre aux familles. Donc, je leur disais, mais qu'est-ce que je vais mettre dans la lettre aux familles? Alors, vous pourriez… Voilà, c'était vraiment un collectif au service de l'EHPAD, franchement. Et avec beaucoup d'encouragement des familles. On a des félicitations. On a encore, d'ailleurs, les félicitations des familles. Et c'est incroyable parce que… en retour d'expérience, je pourrais dire que quand on a levé les visites, moi, dès que j'ai eu des mini-santé de l'ARS qui ont permis de lever les visites sur rendez-vous, dans des endroits qui étaient hors de la chambre, etc., en fait, j'ai exprimé aux familles en leur disant, voilà, ça peut marcher si vous êtes hyper classe, hyper clean au niveau des gestes barrières. Et franchement, les familles jouent le jeu d'une façon exemplaire. Le collectif de travail a été et est exemplaire. Néanmoins, les familles sont aussi exemplaires. Et ça, c'est quelque chose qui m'émeut même quand j'en parle. Parce que j'ai eu quelques familles qui hurlaient au téléphone en me disant « mais c'est pas possible, je vais pas tenir ». Vous imaginez, voilà. Et en fait, quand on leur a mis les clés en main, en leur disant « voilà, ça va marcher si… » Quand vous arrivez, vous remplissez votre feuille, vous prenez votre température, vous faites des gestes barrières, vous restez dans la chambre, vous portez le masque, etc., etc. Peut-être j'ai dit 2 fois une famille relever le masque. Et après, quand on a réinterrogé les familles en leur disant, voilà, la vaccination arrive, voilà, nous, ce qu'on pense de la vaccination. Donc là, on avait bien sûr en copie le Covid, on avait réfléchi tous ensemble avec le médecin, etc., le CVS et tout ça. Et on leur a dit, mais pour nous, la vaccination, c'est peut-être plus de liberté. Retrouver les activités, retrouver les familles qui rentrent, etc., etc. Mais je vous dis, j'ai posté le courrier avant de partir en congé fin décembre. Et à mon retour, voilà, on a 96% de personnes vaccinées. Merci. Alors, effectivement, ça, c'est aussi des choses qu'on avait pointées quand on avait fait des différents retours d'expérience avec les EHPAD qu'on avait déjà accompagnés dans les actions collectives. On avait bien fait, effectivement, la part entre ce qui s'était passé pour les soignants, ce qui s'était passé pour les résidents, ce qui se passe avec les familles. Et puis tout ça à différents moments et à différentes phases, comme ce que vous avez présenté exactement là dans le REX que vous avez fait avec votre EHPAD. Aline, tu voulais poser une question? Oui, merci Sandrine, c'était super intéressant. Moi, effectivement, Amélie vient de rappeler que nous avons fait un retour d'expérience. En fait, on a nous fait des interviews en juillet, août, septembre, octobre sur une vingtaine d'EHPAD qui faisaient partie de nos actions collectives de l'année précédente. Et ce qu'on voit quand même beaucoup dans ces interviews, finalement, c'est le fait que la crise a créé de la solidarité. C'est-à-dire autant on nous dit avant, voilà, c'était un peu compliqué, il y avait… je ne sais pas bien le niveau du travail collectif et je ne sais pas bien si on peut parler de collectif de travail, mais en tout cas, la crise a révélé ça. Et donc, comme tu disais, effectivement, en Grand Est, on a eu
premier confinement qui a été très important dans les EHPAD de mars à juin, juillet 2020. Ça s'est essoufflé, cette solidarité s'est essoufflée par la suite. Et la question, c'est comment on peut faire pour que finalement cette solidarité, elle revoie le jour, elle existe. Enfin, quelles sont les conditions qui vont permettre de retrouver cette solidarité? Alors, je ne sais pas s'il y a une recette miracle, hein, mais voilà, quelles sont les conditions pour réussir à retrouver cette solidarité? Et pourquoi finalement cette crise a créé cette solidarité? Enfin, je pense que le côté brutalité de l'événement et devoir faire face ensemble conduit finalement à cette solidarité de façon naturelle. Hein. Et puis, comme on l'a dit, hein, on a partagé aussi des émotions, hein, la peur, la tristesse, les rires, parce que par un moment, il a fallu aussi avancer, quoi. Donc, c'était pas rien, quoi. C'était pas rien de vivre ça aussi tous ensemble. Surtout que vous, dans le Grand Est, ça a été impliqué tout de suite. Nous, en Rhône-Alpes, ça a été un pic aussi énorme à l'automne. Hein. C'est-à-dire que là, c'était plus de la moitié des résidents qui disparaissent. Et avec tout ce que vous expliquiez, hein, de la difficulté à organiser, Covid, pas Covid, la gestion des décès, etc. Et cette notion de crise qui crée de la solidarité, on le voit dans toutes les crises. Hein. Risque naturel, tremblement de terre, accident industriel, etc. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est tous ébranlés dans notre propre équilibre. Et on le voit d'ailleurs, hein, il y a des gens qui participent davantage à la solidarité que d'autres. Hein, et puis, à un moment donné, on est tous un peu dans le même bateau. Hein, et ça, les professionnels nous le disent souvent, on a dû faire face ensemble. Alors, l'essoufflement, moi, je pense que là, il faut vraiment qu'on pense à conduite de projet. C'est-à-dire que ça a révélé aussi des situations qui n'étaient pas gérées. Ça a révélé aussi des situations problèmes. Par exemple sur des toilettes, sur comment on fait quand voilà, il faut distribuer les repas dans les chambres, etc., etc. Et peut-être que c'est cette conduite de projet sur des situations problèmes qui relèvent principalement de l'organisation du travail, hein, qu'on peut continuer à faire travailler les professionnels. Je suis persuadée que ça, c'est un premier point, c'est-à-dire gestion de projet avec le management et les collectifs hein, qui peuvent y participer sur, justement, aujourd'hui, d'autres formes de réorganisation collective du travail. Et puis, il ne faut pas se leurrer. Je pense qu'il faut aussi, à un moment donné, qu'il y ait des moyens, hein, qu'on ait des moyens en termes d'effectifs, de soutien financier, d'aide pour arriver à faire avancer les choses, parce que les professionnels, sinon, ils n'y croient pas. Alors que pendant le Covid, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des choses concrètes qui se sont faites. Et puis pour revenir sur ce que vous évoquiez par rapport aux familles, là, tout à l'heure, je pense qu'un collectif qui se construit, ça participe à une meilleure qualité du travail, une meilleure qualité de soins aussi. Et ça diffuse vers les reconnaître. L'effet indirect. Hein. Alors, c'est aussi quelque chose à mettre en lien avec la durabilité. C'est-à-dire que si demain, on va assurer une qualité de soins, on sait maintenant le lien avec le collectif. Donc, la question, effectivement, c'est comment on maintient et comment on préserve ces collectifs. Et j'ai discuté avec certaines maisons de retraite qui se trouvent aujourd'hui dans la difficulté de remplir les lits qui sont vides, avec une certaine concurrence hein, entre les maisons de retraite. Et justement, qu'est-ce qu'ils vendent? Ils vendent le collectif de travail comme une possibilité aussi d'une meilleure qualité de prise en charge de la personne âgée. Donc, c'est une variable de management qui me paraît aujourd'hui indispensable, mais qu'il faut réinscrire dans la conduite de projet et dans le management de proximité. Est-ce que ça veut dire qu'il faut toujours avoir un projet en cours pour faire perdurer cette notion du il faut qu'on avance ensemble sur tel projet, il faut qu'on avance ensemble sur tel autre. Nous, on a des projets en cours au niveau justement qualité de vie au travail. Et c'est un peu mon sentiment. C'est-à-dire, je pense qu'il faut embarquer un peu les gens sur des projets
Après, ne pas se noyer dans les projets non plus, parce qu'il faut les concrétiser. À un moment donné, il faut qu'un projet il arrive à un terme et que ça donne des choses et qu'on puisse expliquer, etc. Mais du coup, en termes de management, c'est très, comment je dirais, c'est consommateur d'énergie et en même temps d'efficience. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire n'importe quel projet pour faire du projet. C'est surtout pas ça. Mais mener un projet avec un objectif qui va amener du positif ou de l'amélioration. Alors, nous, en ce moment, on est sur l'amélioration des conditions de travail, mais dans quel sens, comment, etc. Et ça, voilà, on est aidé avec Amélie qui nous suit sur ce projet et on a eu un travail ensemble hier et c'est vrai que ça donne du sens à notre réflexion. Et ça, je pense que c'est hyper important, la conduite de projet, d'être accompagnée aussi en tant que directrice pour le coup, ou même l'équipe, le copil, etc. Je trouve que ça, c'est hyper porteur. Je partage tout à fait ça. Hein. Aujourd'hui, on voit bien comment les projets qualité de vie au travail peuvent être un bon instrument finalement pour développer tout ça. Et très souvent, c'est par l'accompagnement soit de la RACT, soit de la CARSAT d'ailleurs aussi, sur TMS Pro ou des choses comme ça, qui participent aussi à un moment donné à accompagner l'encadrement et ses équipes. Après, moi, je suis assez frappée quand même du manque de temps qu'a l'encadrement dans les EHPAD. Et je me dis que quand même toute cette charge administrative qu'ils ont à remplir un certain nombre de données, etc., pourrait aussi être déléguée pour qu'ils aient plus de temps pour faire leur activité de travail d'organisation. Et puis après, je ne sais pas si le projet qualité de vie au travail, c'est toujours le bon projet. Parce que parfois aussi, il y a une usure des professionnels d'être toujours qualité de vie au travail, etc. Alors que parfois, on peut être sur des trucs très, très concrets, quoi. Du matériel, de l'équipement, un agrandissement du bâtiment, l'introduction de nouveaux flux de patients, la gestion avec l'hôpital, je ne sais pas quoi, et qui peuvent amener aussi un peu à d'autres souffles par rapport à la conduite de projet. Et ça me fait penser, moi je travaille beaucoup aussi en milieu industriel, sur ce qu'on appelle l'amélioration continue. Alors il y a des grosses aberrations sur le lean manufacturing, mais n'empêche que parfois, quand c'est bien fait, quand c'est en lien avec l'activité des professionnels, on arrive quand même parfois à être dans l'amélioration continue qui est positive, c'est-à-dire qui marque vraiment des transformations. Et ça, je crois beaucoup à l'exemplarité et à l'opérationnel. Les professionnels, ils y vont quand ils voient que 3 semaines après, la baignoire, elle est changée, quoi. Et qu'ils ont besoin de choses concrètes. Et ça ne marche pas toujours dans les EHPAD parce qu'on peut avoir des bonnes recommandations en matière de conditions de travail, mais on n'a pas forcément les soutiens, les moyens financiers ou même les pénuries d'effectifs pour pouvoir penser, je parle, une autre gestion des horaires ou des moments de transmission, etc. Mais il y a de ça, et puis il y a aussi, nous, on a pas mal entendu et été assez, pas bluffés, parce qu'on n'était pas... On savait qu'ils étaient capables de ça dans les actions qu'on avait menées avec eux, mais toute cette innovation, cette inventivité qu'ont les équipes dans des situations où, voilà, elles ont toutes les données du problème, ou presque, et voilà, les équipes sont capables aussi d'innover, d'inventer des choses. Et je crois qu'aussi, après, c'est comment est-ce qu'on organise ce retour d'expérience, et c'est ce qu'on avait essayé de faire avec eux aussi, de se dire, qu'est-ce qui a bien marché? Est-ce qu'il n'y a pas des choses qu'on pourrait garder? Qu'est-ce qui ferait qu'on serait davantage prêt si on avait à nouveau une situation un peu de crise? Qu'est-ce qui, au contraire, ne marche pas? Et ça participe aussi un peu de ce que vous avez dit tout à l'heure, sur de quoi on est fier finalement, et que de temps en temps, il faut se rappeler aussi ce que le collectif il a été capable de faire et ce qu'on est capable de faire ensemble. Et Aline, tu voulais poser peut-être une dernière question? Alors, c'est pas tant une question, c'est une remarque sur la conduite de projet. La conduite de projet, effectivement, ce qu'on entend quand même quand on a renouvelé les actions collectives que l'on met en place sur les démarches qualité de vie au travail, c'est à la fois avec ce qui a été dit sur l'usure du personnel suite à la crise. La question était de savoir si les salariés ou les agents avaient la capacité de rebondir
intellectuellement, physiquement, mentalement, je sais que sais-je, parce qu'ils étaient très fatigués de ce qu'ils avaient vécu jusque-là. Ce que l'on voit, c'est l'envie quand même, l'envie d'aller sur des projets, alors pour le coup des projets concrets. C'est-à-dire que nous, on évite les trucs fumeux, d'aller faire des diagnostics pour des diagnostics qui ne servent pas à grand-chose, si ce n'est à se faire plaisir. Donc, c'est vraiment être autour d'un projet de transformation dans lequel on va intégrer, enfin, avec lequel on va intégrer une démarche qualité de vie au travail. Et cette conduite de projet, en fait, elle peut donner, pour l'instant, c'est ce qu'on voit, mais peut-être à prendre avec beaucoup de précautions, elle peut donner un nouveau souffle au collectif de travail parce que c'est évidemment, tout le monde connaît le réseau Anactaract, ce qu'on promeut, c'est la participation des salariés. Et c'est absolument ce sur quoi nous allons, c'est-à-dire que, évidemment, ce sont les salariés qui ont les bonnes idées, ce sont les salariés qui travaillent, qui sont au plus près de ce qu'ils ont besoin et de ce qu'ils veulent aussi améliorer. Donc, la participation dans un projet concret peut aussi être aidant à la fois sur les collectifs de travail, mais aussi sur l'état du collectif de travail, quoi. Voilà, c'était ma remarque. Merci. Alors, du coup, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, sinon on les conservera pour notre deuxième partie de questions-réponses. Alors, je vous propose de visionner le premier épisode de la mini-série, donc intitulée Mon EHPAD, la Covid et moi. Donc là, qu'on vous sort aujourd'hui donc en avant-première. Les 2 autres épisodes sortiront en septembre. Voilà. Donc là, c'est effectivement, vous allez voir, il y a la participation de 3 établissements donc avec lesquels on vous propose une série animée donc fictive qui mélange effectivement plusieurs choses. Et donc là, vous avez le premier épisode. Bonjour, moi c'est Maëva. Je suis aide-soignante au jardin d'hiver. Là, je commence ma journée. Et en ce moment, avec la Covid, c'est pas simple. En plus, je vais être à la bourre. Bonjour Maëva. Salut Valérie. Ça va? Ça pourrait aller mieux. T'as entendu les nouvelles recommandations du gouvernement? Quoi encore? Confinement en chambre pour tous nos résidents. Tous? Même ceux qui n'ont pas de symptômes? Bah oui. Allez, on y va. Alors, monsieur Régis, comment ça va ce matin? Vous savez, Yolande, avec tout ce qu'on entend à la télé, je m'inquiète un peu. Faut pas. Et vous croyez qu'on va pouvoir continuer à avoir des visites? Ah ça, je sais pas encore. Et vous, je vois bien que ça vous fait bien plus de travail pour tout désinfecter. Vous inquiétez pas, monsieur Régis. On s'est parlé avec les collègues, on a trouvé des solutions. Okay. Bonjour Madame Leroy. Tous ces changements de protection à chaque chambre, ça prend un temps fou. Mais si je contaminais un résident, je me le pardonnerai jamais. On est vraiment sous pression. Vu la vitesse de circulation du virus, là on est dans le dur. Il faut tout réorganiser, ça va pas être simple. Qui commence? Denise, vas-y. Bon moi je pense que le gros problème, ça va être les repas en chambre. C'est beaucoup plus de boulot. Autant pour la cuisine que pour les aides-soignantes. Ouais, c'est vrai. Je veux pas être alarmiste, mais vu ce que j'ai entendu auprès de confrères d'autres EHPAD, les résidents les plus fragiles risquent de se dégrader très rapidement. Déjà, en temps normal, c'est tendu pour les soignants. Alors là, je ne sais pas comment on va faire. On pourrait peut-être leur demander leur avis. Oui. Très bonne idée. Je vois pas qui c'est, en fait. Si, c'est le petit monsieur, dans la chambre 7. Ok. Voilà. Ouais. Bonjour. Ça va? Vous y arrivez? Je disais, monsieur Desgranges a des difficultés respiratoires. Et moi, j'ai de plus en plus de mal à le latéraliser toute seule. Et malheureusement, il n'est pas le seul. Mais moi, je pourrais vous aider pour les résidents les plus fragiles. Et t'auras assez de temps pour les soins? Je vais m'arranger. Je ferai son pansement en même temps. Ok. On essaie de travailler au maximum en binôme pour les résidents fragilisés. Et on évalue demain si ça fonctionne. Ça vous va?
Ok, parfait. Qu'est-ce qui se passe, Nathalie? Je suis fatiguée. J'ai tellement peur de contaminer mon fils. Je culpabilise. Il faut pas, Nathalie. Vous savez, on craque tous à un moment ou à un autre. Vous voulez que je vous soulage un peu pendant quelques jours? Merci, mais non. Je veux pas que ça retombe sur mes collègues. Ça va mieux. Bon. Vous n'hésitez pas à venir me voir, d'accord? D'accord. Ah, bonjour Maïva, bonjour Sylvie. Écoute, avec ma collègue, on a discuté et on s'est organisé pour pouvoir vous aider pour les repas. Je fais toutes les chambres à gauche? Merci Sylvie, franchement, c'est super. C'est normal, hein. Quand c'est la guerre, on doit se serrer les coudes. Allez. Bonjour monsieur Antner. Bon, il y a des restes. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils sont rien mangé. Elle est pas bonne, ma Blanquette. Et tu sais, Thomas, il y a beaucoup de résidents qui dépriment. Alors ils mangent de moins en moins. Bon, tu vas voir, je vais leur redonner le goût de la vie, moi. Au sucre, à la framboise, à l'abricot, qui veut des crêpes? Madame Pilav, vous qui êtes bretonne, une petite crêpe? Oh, oui alors. Et ben alors, ces crêpes? Un succès. Regarde, il n'y en a plus. Eh ben voilà. Merci Thomas. De rien, c'est normal. On est tous solidaires. Personne ne compte ses heures. Et heureusement, parce qu'on ne sait pas ce qui va nous arriver dans les semaines à venir. On allait le visionner une deuxième fois. Voilà, donc on profite aussi hein, de l'avoir visionné pour remercier une nouvelle fois hein, les établissements qui ont accepté de témoigner pour qu'on puisse effectivement faire cette mini-série. Donc pour poursuivre effectivement là sur ces questions, donc on accueille l'EHPAD Bara Dupont de Sommieu qui donc, a contribué en partie à la construction de cette mini-série. Donc voilà, donc je ne sais pas si ils peuvent remettre leur caméra, parce que je ne les vois plus. Donc là, comme on a pu voir dans la vidéo, effectivement, on voit les solidarités, on voit l'entraide, on voit la pluridisciplinarité, voilà, toutes les personnes qui se sont mis ensemble là, effectivement, pour aller vers le collectif de travail. Peut-être la question que je voudrais vous poser, Madame Mény, c'est en tant que représentante du personnel, est-ce que du coup, vous avez des choses à dire sur ce qui aurait pu favoriser justement cette entraide et cette solidarité, peut-être sur ce qui existait déjà dans votre établissement avant la crise Covid? Voilà, nous sommes partis d'un projet d'établissement où on avait créé des groupes de travail pluridisciplinaires avec des thèmes choisis par le personnel qui incluaient tout le personnel de l'EHPAD sur la base du volontariat. Ce projet a été mis en place pour l'amélioration de la qualité d'établissement au bénéfice du résident et du personnel. On avait retenu certains thèmes qui subsistent encore. Par exemple, on a un barbecue. Donc ça se passe tout l'été. Dès qu'il commence à faire beau, ils sont mis en place par groupe je crois que c'est une quinzaine de résidents qui sont toutes les semaines ou tous les 15 jours, je ne sais plus exactement. Et puis, dans l'année, là, ça va se faire là, le 21 juin, un grand barbecue avec tous les résidents où beaucoup de personnel sera là pour participer. Et puis, on a aussi quelque chose qui perdure donc, depuis plusieurs années, c'est le cocooning tisane. C'est-à-dire que tout l'été, des personnes volontaires veulent bien travailler 1 heure de plus le soir. Elles s'occupent d'un petit groupe de résidents où elles font ce qu'elles veulent.
des activités ludiques où elles vont promener, et donc elles leur proposent une tisane, une boisson quelconque. Et ça nous a permis donc de pouvoir un petit peu nous soutenir l'une l'autre. Moi, j'ai fait ça, essaye de voir, tu verras, ça a marché ou ça n'a pas marché. Et ça nous a permis, nous, de pouvoir un petit peu travailler ensemble. Oui, donc là, on comprend que vous, chez vous, même avant la crise sanitaire, vous aviez déjà cette habitude de faire remonter des propositions du terrain, comment est-ce qu'on peut améliorer à la fois la prise en charge du résident, mais aussi vos propres conditions de travail. Donc, on voit que ça, c'est quelque chose qui existait déjà chez vous et du coup qui perdure, dont on suppose effectivement que c'est quelque chose sans doute qui vous a aidé. Du coup, si on avance un petit peu dans le temps et qu'on se remet effectivement au moment où la crise sanitaire a débuté, du coup, est-ce que vous auriez des exemples de coopération à nous donner sur comment ça a fonctionné dans votre établissement, tout ce qu'on a dit un petit peu tout à l'heure, les petits indicateurs qui vous font dire qu'il y a eu vraiment du collectif de travail et du travail collectif pendant cette période? Alors nous, juste avant le début de la crise, on a eu une panne d'ascenseur. Donc, on a commencé, nous, à faire une chaîne de solidarité pour éviter de monter, descendre tous les escaliers. Et cette chaîne-là nous a permis, au moment de la crise, de modifier notre organisation de travail. Personne ne s'est posé de questions. La chaîne de solidarité, elle est arrivée comme ça naturellement. Tout le monde est arrivé, la directrice, la cadre, les secrétaires, et puis tout le personnel de cuisine qui ne pouvait plus faire le service en salle, aidait pour le service dans les chambres. Par exemple, pour ramasser la vaisselle, elles étaient là, on n'avait pas besoin de courir pour aller ramener tout. Et puis, on avait donc, nous, à ce moment-là, tous les jours, au moment des pauses, on se concertait et puis le soir à 17h, les propositions étaient synthétisées pour pouvoir améliorer pour le lendemain, les jours qui suivaient. Oui, ça illustre aussi des choses qu'on a dit tout à l'heure autour de la remontée terrain, de la réactivité, que ça soit pris en compte rapidement. On s'est reconnus beaucoup dans tout ce qui a été dit avant. Hein. Oui. Bon, vous vous êtes reconnus dans la mini-série, je suppose aussi. Oui, c'est ça. Qui illustre aussi comment finalement chacun, avec ce partage aussi de difficultés, ça permet de partager aussi le travail de chacun, parce que voilà, chacun a une fonction, aussi chacun et chacune a une fonction, et puis de se dire où est-ce qu'on peut se rendre utile. Moi, ma fonction, elle a un petit peu évolué, qu'est-ce que je pourrais faire, comment je peux effectivement mettre la main à la pâte, comment je peux aider. Et on voit aussi dans ce que vous dites des choses autour de la répartition de la charge de travail. Comment est-ce qu'on peut se répartir les choses Nous, ce qui nous a bien servi, en fait, c'était le projet d'établissement. On a monté le projet d'établissement avec des équipes pluridisciplinaires. Donc, ce qui fait qu'au sein de chaque thème qui était proposé, on a travaillé avec une fille ménage, une fille cuisine, ce qui nous a permis aussi, au moment de la crise, tout le monde se connaissait, tout le monde connaissait le fonctionnement d'autres. Il y avait une meilleure solidarité entre les filles. Voilà, ce n'était pas chaque service dans son coin. Vu qu'on avait déjà appris à travailler ensemble, c'était quand même beaucoup plus simple. Comme pour faire remonter toutes les informations, les temps de transmission, les filles de cuisine étaient avec nous, le secrétariat était avec nous. Donc voilà, c'était vraiment toute une équipe globale qui avait pu chaque service, on va dire. Oui, on voit là, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, comment fonctionner ensemble. Voilà, aller dans le même sens. Voilà, qu'est-ce qu'on partage en commun. On a vu, voilà. Et puis là, ça m'a échappé, mais ce que vous disiez, ça me faisait aussi repenser à quelque chose qu'on a dit tout à l'heure, mais c'est pas grave, ça me reviendra. Mais du coup, vous, justement, Madame Claes, vous êtes infirmière, du coup, à l'EHPAD. Qu'est-ce que vous diriez, du coup, qu'est-ce qui reste aujourd'hui chez vous de ce collectif de travail, presque 1 an et quelques après
le plus fort de la crise, ou où est-ce que vous en êtes? Malheureusement, le collectif s'est épuisé. Voilà, on est resté très longtemps. On a eu la très forte crise, nous, pile poil au moment du confinement, qui a duré quand même jusqu'à presque le mois de mai, avec... je ne sais pas maintenant. Donc après toute la période-là, on a perdu beaucoup de résidents. Les filles étaient épuisées physiquement, psychologiquement. On a tenu encore le coup parce qu'on avait la crainte de la deuxième vague. Une fois que la deuxième vague est passée, qu'on n'a pas eu de soucis particuliers, on a eu une épidémie de gastro. Donc, on était vraiment resté toujours sur le qui-vive. Donc, le collectif, la solidarité, tout ça a causé qu'on arrivait à avancer. Là, au fur et à mesure, les filles se sont retrouvées épuisées, on a du personnel qui a arrêté, on a eu des nouvelles embauchées. Donc, avec la différence, avec les filles qui avaient vécu la crise, la solidarité, d'autres personnes qui arrivent, qui sont extérieures, qui ne connaissent pas notre fonctionnement. Donc, c'est beaucoup de choses qu'il faut reprendre. Je viens de couper votre micro, Madame Lotte, parce que vu que vous êtes dans la même pièce que vos collègues, ça nous fait une interférence. On réactivera. Le sursaut. Hein, vous allez dans le bureau? Oui. On va y arriver. Oui, du coup, vous nous disiez qu'il y avait eu du mouvement aussi bien du côté effectivement des résidences qu'on disait tout à l'heure, voilà, et des équipes. Ouais. Voilà. Après, ce qui nous reste quand même de la période de crise, donc c'est tout ce qui était les protocoles mis en place sur l'hygiène. On a mis en place un protocole en mode dégradé. On appelle ça en mode dégradé, c'est pour éviter de rappeler du personnel en repos quand il y a des arrêts de travail. Donc ça, c'est resté le mode dégradé, ce qui permet qu'on a déjà une organisation préétablie s'il nous manque du personnel. Mais maintenant, on se retrouve à faire beaucoup de protocoles, alors qu'avant, c'était instinctif d'une grille de, voilà, on montait nos propres protocoles. Maintenant, il faut vraiment que ce soit écrit noir sur blanc. Voilà. Surtout pour les nouvelles arrivées. Et Oui, elles n'ont encore pas compris qu'il fallait vite réagir. Elles sont là, elles disent il y a un protocole, je suis le protocole, alors que des fois on peut le dévier pour arriver au même résultat. Oui. Donc là, on comprend que ça vous a fait aussi évoluer sur la formalisation des règles, puisqu'en fait, c'est presque, on comprend qu'avant, vous étiez dans quelque chose de très informel. Voilà, chacun savait ce qu'il avait à faire, quand, mais qui est aussi finalement un résultat du fait que vous avez fonctionné ensemble. Et voilà. Donc ça pose aussi la question de ce qu'on disait tout à l'heure, dans les prérequis. Si on veut que ça marche aussi, il faut qu'il y ait une certaine stabilité dans les équipes. Et du coup, là, on comprend bien que vous êtes dans une période où il y a un renouvellement. Ouais. Du coup, il va y avoir ce travail à refaire pour partager le fonctionnement, apprendre à travailler ensemble, c'est pour ça construire un collectif. Ouais, on attend vraiment de stabiliser. Là, on va arriver dans les périodes de vacances. Mais là, on compte reprendre le projet d'établissement. Donc, ça veut dire intégrer aussi des nouvelles qui ont d'autres idées. Donc, savoir si notre projet d'établissement ne va pas évoluer. Ça va nous permettre d'apprendre à travailler ensemble, que les nouvelles apprennent des anciennes et que nous, on apprenne aussi des nouvelles. Voilà. On pense que ça va aider à la cohésion, reprendre les travails d'équipe aussi avec les différents services de ménage, services de cuisine, voilà. Ça va apprendre à se réorganiser. On repart, on ne va pas dire qu'on repart à zéro, mais voilà, un petit renouveau. Et vous avez déjà du coup un peu des idées de ce que vous allez mettre en place pour réimpulser un petit peu ce travail collectif finalement et ce collectif de travail? On va reprendre au niveau du projet d'établissement, on avait des groupes de travail. Donc, on va remettre en route ces groupes de travail en incluant des nouvelles personnes qui vont comprendre pourquoi on fait des choses, qu'on fait déjà là, qu'elles ne comprennent pas forcément pourquoi on l'a fait. Et ça va certainement permettre qu'elles nous donnent des idées supplémentaires pour améliorer ce qu'on a déjà.
Merci. Alors, je voulais passer la parole à Madame Lotte, du coup. Alors, je ne sais pas si elle est... Normalement, elle doit être... Oui, oui, je suis là. Ah, vous êtes là. Je suis arrivée, hein, toutes mes études, j'ai fait très vite. Donc, on voulait avoir un peu votre témoignage et votre point de vue par rapport à votre rôle de direction et de management. Qu'est-ce que vous pourriez mettre en place là, selon vous, pour favoriser à nouveau l'activité collective finalement dans votre EHPAD? Alors bon, c'est vrai que comme j'étais absente, je ne sais pas ce qui a été dit au préalable. Cependant, je vais rebondir sur ce que vient de dire Michel et Christelle. Donc, je ne vais pas revenir sur l'anamnèse et ce qui s'est passé au niveau de l'établissement. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, on est au mois de juin. On s'est dit qu'on allait laisser passer l'été. Hein, avec les départs en vacances, les remplacements, etc., c'est pas à ce moment-là qu'on peut relancer une dynamique. Donc, on a programmé dès septembre, fait et dit, de remettre en place le COPIL et les groupes de travail avec les agents pour relancer le projet d'établissement. Ça, c'est sûr. Ce qu'on va relancer également, ce sont les échanges avec les familles et les résidents au niveau de leur projet personnalisé d'autonomie. C'est vrai que les PAP, on les avait... Ils avaient vraiment été bien travaillés avec les familles. Une grande partie avait été faite et donc coordonnée par la psychologue. Et c'est vrai que là, on repart à néant. Donc, c'est vrai que, comme disait Christelle, il y a un essoufflement à l'heure actuelle. Il y a eu un gros turnover. C'est vrai que j'avais recherché le taux. On est à 36% en 2020. Covid n'a pas aidé parce qu'on a eu énormément de départs d'agents, fait et dit, des nouveaux qui arrivent, qui ne s'impliquent pas de la même façon, qui n'ont pas connu ce que nous avons vécu il y a 1 an et demi en arrière. Cependant, je pense qu'il faut rester optimiste par rapport à une équipe de direction avec le grand D, cadre de santé, médecin crew, du fait qu'on a retrouvé un médecin et directeur. Je pense qu'il faut qu'on reste optimiste et qu'on reste dans l'action. C'est-à-dire qu'à partir du mois de septembre, il va falloir relancer une dynamique, que ça soit au niveau des COPIL, que ça soit au niveau des instances, parce que c'est vrai qu'avec les instances, que ça soit CHSCT ou CT, c'est vrai qu'on travaille vraiment main dans la main pour pouvoir aller de l'avant et revoir la dynamique qu'on avait avant, il y a 1 an et demi en arrière. On avait énormément d'idées, énormément de projets. Il y en a qui se sont mis en place, qui se sont arrêtés, mais qu'on est en train de réactiver. Et je pense que par rapport à ce que disait Christelle et par rapport aux nouveaux professionnels, voilà, il faut quand même une phase d'adaptation. Il faut qu'elles arrivent à connaître les organisations, bien sûr, qu'elles apprennent à se connaître entre collègues. Nous, en tant que direction, il faut qu'on arrive à savoir ce dont elles ont besoin, ce dont elles ont envie également. Mais de toute façon, c'est vrai que là, on est sur une phase de réflexion. On avance tout de même, que ce soit dans les actions, dans les projets, etc. Une chose est sûre, c'est que on s'est toujours dit, et ça c'est une devise de l'établissement, c'est seul, c'est vrai qu'on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Et c'est ce qu'on veut, c'est amener la structure à aller beaucoup plus loin dans ces projets et avoir ce collectif de travail qu'on avait il y a 1 an et demi en arrière. En tant que directeur, je dirais que ce collectif, il ne peut se faire qu'avec du management participatif. Et moi, c'est vrai qu'au niveau de la toute subdélégation. Et je pense que la subdélégation et donner de l'autonomie ou de la délégation à certains agents qui sont assez autonomes dans leur travail et responsables, on va dire, aide aussi à ce collectif de travail. Ok, très bien. Je ne sais pas si vous voulez que je rajoute quelque chose d'autre. C'est déjà très bien. Je ne sais pas du coup si y a des personnes qui souhaitent réagir à ce témoignage, à la vidéo qu'on a vue. Et puis s'il y a des questions, en tout cas déjà, à nouveau merci d'avoir accepté de témoigner aussi aujourd'hui. Alors je ne sais pas s'il y a des questions ou des demandes de précision. Micheline, je vois que tu as levé la main. Oui, c'était juste pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, sur ce témoignage fort intéressant.
effectivement, on se pose beaucoup la question de comment maintenir le collectif de travail. Donc, je ne vais pas reprendre tout ce qui a été dit en amont, surtout par rapport aux fatigues constatées. Mais là, dans ce qui est raconté aussi, et ce qui m'interpelle, c'est quand il y a des nouveaux qui arrivent dans l'équipe, surtout après cette période de crise qui n'a pas vécu ce moment difficile qui a beaucoup resserré les liens entre les personnes. Et du coup, on voit que vous posez en tout cas les bonnes questions, mais c'est vrai que ça interpelle sur et après comment on aide les collectifs à se consolider, à se reconstituer. C'est vraiment des questions, voilà, ça m'interpelle dans ce témoignage parce que je pense que on va le rencontrer également souvent dans les EHPAD, mais aussi dans d'autres entreprises, puisqu'on se posait aussi la question pour les structures aussi sur les personnes en télétravail, après quand elles reviennent, c'est aussi on voit que les collectifs de travail ont aussi été malmenés par ces nouvelles formes d'organisation imposées. Donc voilà, je rebondissais sur cet aspect-là. Peut-être que Sandrine Caroli peut aussi nous éclairer sur ce point-là. Merci de vos témoignages et de vos questions. C'est des vraies questions. On n'a pas toujours les réponses. Moi, je suis assez frappée aussi dans les expériences de dans les retours d'expérience d'EHPAD, que les nouveaux embauchés ne s'impliquent pas de la même manière parce qu'ils n'ont pas vécu l'expérience. Et ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas, puisqu'en fait, c'est ce que vous évoquez tout à l'heure. Hein. Ça ne se décrète pas un collectif. C'est quelque chose qui relève de l'activité collective et qui relève de l'expérience. Et c'est ça, justement, la notion de vitalité du collectif. Donc, par contre, il peut quand même y avoir un noyau dur de personnes titulaires qui ont vécu ça. Et moi, souvent, ce que je me dis, il y a un bon indicateur, c'est aussi comment on accueille les nouveaux. Comment on accueille les nouveaux? Est-ce qu'on prend le temps de leur transmettre les valeurs, de leur transmettre des règles qui ne sont pas les règles officielles, de leur donner quelques principes d'action pour qu'ils puissent aussi rentrer dans le collectif. Et je suis très frappée quand on voit, par exemple, des jeunes nouveaux arrivants, on leur donne toutes les procédures, mais on ne leur dit pas comment faire par rapport à la diversité des situations. Et ça, pour moi, c'est qu'il n'y a pas de collectif, en fait. Hein. C'est que très souvent, on reste du côté de la règle et pas du tout de la sécurité gérée. Et je pense qu'il y a deux choses qui peuvent expliquer que c'est difficile aujourd'hui de tenir le collectif. D'abord, il y a la fatigue, ça c'est sûr. Hein. Il y a qu'il y a des nouveaux embauchés et c'est vraiment dommage que des personnes n'ont pas pu être titularisées, des remplaçants qui ont fait du super boulot avec les équipes et qui ont dû partir, et ça a été d'une grande tristesse pour certaines équipes parce qu'il a fallu se séparer de collègues avec qui on avait vraiment construit des choses. Et faire venir de nouvelles personnes, c'est toujours un peu déstabilisant, de toute façon. Et puis, il y a un autre aspect aussi, c'est que, en fait, vous voyez que c'est quand on est en mode dégradé, souvent, qu'on essaye de faire face. Hein. C'était l'histoire de l'ascenseur tout à l'heure. J'ai beaucoup aimé votre notion d'ascenseur, là. Parce que, en fait, c'est quand on est dans la pénurie de moyens qu'on essaye de se débrouiller et qu'il y ait de la solidarité qui arrive. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut faire de la pénurie des conditions de travail. Hein. Je ne dis pas du tout ça. Hein. Je le milite justement pour améliorer les conditions de travail. Mais parfois, effectivement, quand on est en situation un peu délétère, tout le monde essaye de mettre la main à la pâte parce qu'on est un peu soucieux de l'autre et de la charge de travail. Et ce que vous évoquiez dans votre EHPAD, là, je pense qu'il y a un véritable collectif qui existe déjà, même avant la crise. Et ça, c'est super, quoi, parce que je pense que ça, c'est durable, pour le coup. Par rapport à un EHPAD qui va se constituer en collectif au moment de la crise, ce n'est pas sûr que ça soit durable. Et vous évoquiez ces modes dégradés, mais vous évoquiez aussi que maintenant, vous travaillez beaucoup les protocoles et la formalisation des règles. Et ça, moi, ça me fait toujours un peu peur. Parce que plus on procéduralise, moins on laisse de l'autonomie et moins il y a la possibilité de réélaborer un certain nombre de règles.
Donc, c'est important hein, parfois de mettre du cadre. Hein. Je ne dis pas qu'il ne faut pas mettre du cadre. Au contraire, hein, se donner des principes d'action, c'est très important. Ça fait partie du référentiel commun. Mais ça peut expliquer aussi pourquoi il y a un essoufflement. Hein. De mettre trop de cadres, trop de règles, ça peut aussi créer de l'essoufflement. Donc, il y a une combinaison de plusieurs choses hein, dans ce que vous dites. Hein, et c'est peut-être ça sur lequel il faut agir. Hein. Il y a l'épuisement. Donc, comment on peut soutenir les gens qui sont un peu fatigués pour qu'ils récupèrent. Il y a la difficulté du recrutement et comment on fait pour que ce recrutement ne déstabilise pas l'équipe, hein, au contraire, hein, qu'il vienne rapporter éventuellement d'autres choses pour continuer à être vivant au niveau du collectif. Et puis, il y a comment on structure, quoi. Comment on structure et comment on organise. Et peut-être trop de formalisme, ça tue, quoi. Ça tue l'autonomie. Pour rebondir, le formalisme, moi je suis tout à fait d'accord avec vous, mais à un moment donné, fait et dit, il faut harmoniser. À un moment donné, il faut harmoniser, c'est clair. Il faut des procédures aussi pour, vous le disiez, par rapport à l'arrivée des nouveaux professionnels, avec une méthode sur justement le tutorat, comment il se fait, l'encadrement, etc., les organisations, montrer les organisations, etc. Par contre, bon, je ne sais pas comment ça a été formulé par Christelle et Michel, mais c'est vrai qu'on est obligé de travailler sur des méthodos. Alors pourquoi? C'est tout simplement parce qu'on a été confronté aussi à une plainte qui est allée au parquet. Hein, donc voilà, quelque chose pour l'équipe d'autant plus compliqué par rapport à tout ce qu'on avait vécu. Et quand vous avez une plainte, fait et dit, qui va au parquet ou la gendarmerie vous demande tant qu'il y ait plus que de la formalisation, en fait, vraiment que de la formalisation et très peu de ressenti, c'est là qu'on se dit, mais mince, on est formalisé, mais peut-être pas encore assez. Voilà. Et pourtant, c'est vrai que je pense que Christelle et Michel pourront le dire dans le sens où elles sont dans les instances. On est déjà énormément, pour moi, on est déjà trop protocolisé, etc. Mais finalement, on se dit, pas encore assez pour certaines demandes, pas encore assez. Voilà. Par contre, cette liberté, je vais dire, cette autonomie et cette liberté qui est laissée aux agents, moi, je le vois justement par rapport au fait que c'est elles ou c'est eux qui travaillent sur ces procédures et ces formalisations. Comme ça, elles y mettent aussi, on va dire, leur touche personnelle. Hein, et ce n'est pas que carré, ce n'est pas que dans un cadre, etc., même si c'est validé par la direction. Et la deuxième chose, justement, ce sont tous les projets et toutes les idées, les actions qui peuvent être remontées de la part des équipes pour pouvoir faire avancer la structure, aussi bien par rapport à la qualité de vie des agents que aussi le bien-être des résidents. Ça vient des équipes. Et là, je trouve qu'elle est là, la marge d'autonomie et de possibilité aux agents de pouvoir s'exprimer pour pouvoir apporter quelque chose. Voilà. Donc, je pense que c'est disons que la règle ne peut pas tout prévoir, mais par contre, il y a des règles qui sont intransigeantes. Hein, et je pense que c'est important d'avoir des procédures. Hein. Après, ce que vous évoquez, c'est important aussi, c'est de dire comment on élabore, hein, comment on élabore ces principes d'action, hein, que ça vienne de démarches participatives, c'est important parce que c'est plus en lien avec la réalité du terrain. Donc, pour moi, il y a toujours deux choses. Hein. Il y a la règle et puis il y a la réélaboration de la règle. Hein. C'est où on met le curseur, en fait. Hein. Voilà, c'est ça. Et il y a toujours un jeu. Et en fait, quand on arrive collectivement à partager cette réélaboration, c'est toujours mieux que quand on est tout seul, quoi. On est bien d'accord. Et puis l'harmonisation, elle est très importante. Moi, j'avais aussi des questions éventuellement à vous poser en tant qu'EHPAD sur sur cette histoire de construction des collectifs, parce que j'ai rencontré ça dans les retours d'expérience. J'aimerais avoir votre point de vue sur deux points. J'ai pu observer que dans les EHPAD qui avaient lutté contre l'arrivée du virus et la transmission, quand c'est vraiment arrivé, ça a été un échec. Ça a été vécu comme un échec. Et ça a un peu déstabilisé quand même le collectif et la relation du collectif avec l'encadrement. Donc ça, je voulais voir si vous avez vécu cette expérience-là. Puis après, ils ont rebondi. Hein. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas rebondi, mais il y a eu un moment, on n'a pas réussi, il y a eu culpabilité, etc.
Et puis la deuxième élément que je voulais vous demander aussi, c'est toujours en lien avec cette notion de collectif, hein, c'est que dans les EHPAD que j'ai pu observer en retour d'expérience, il y a eu énormément de soutien de l'extérieur. Par exemple, des équipes mobiles qui sont venues aider les professionnels à mettre en place les mesures barrières, des équipes de soutien psychologique quand il y a eu énormément de décès, une hotline, des médecins généralistes qui sont venus compenser quand le médecin n'était pas là, le médecin coordinateur. Voilà, je pense à ça, mais il y en a d'autres, hein, de soutien extérieur qui viennent soit des professionnels de santé, soit de l'hôpital. Et je me posais la question, parce que ça, j'ai vu que ça donnait quand même beaucoup de moyens supplémentaires et ça participait aussi à la construction des collectifs dans les EHPAD. Et je voulais savoir, est-ce que c'est typique au retour d'expérience que j'ai fait dans ces EHPAD en région Rhône-Alpes qui est arrivé après, hein, d'accord, hein, donc il y avait quand même un peu aussi de recul. Ou est-ce que vous avez eu ça aussi est-ce que vous faites aussi ce lien entre soutien de l'extérieur et construction du collectif? Non, moi je dirais que non. Alors moi, je veux bien intervenir parce que nous, on a eu une expérience un peu particulière. En fait, on était sur Reims, le premier EHPAD à fermer les portes parce que, avec cette conscience que nous n'avons que des personnes en situation d'Alzheimer. Et donc, on avait cette conscience en se disant, oh là là, si le virus arrive, nous, on n'a que des déambulants, comment ça va être organisé? Et on a été le premier aussi EHPAD de Reims à avoir des cas de Covid. Et donc, c'était, dans un premier temps, ce que vous disiez, frustrant. Et on se disait, mince. Et donc, on a été un moment perdu en se disant, qui c'est qui a amené le Covid? C'était sur le plan collectif, c'était assez difficile de répondre, puisque jusqu'au moment où on s'est apaisé, on a dit, bon, ben voilà, probablement, il y en a un qui a été faire une radio à l'hôpital et pouf, et puis voilà, et on n'a pas fait de faute au sens, on a manqué aux règles, etc., etc. Mais du coup, dans un premier temps, comme on était tout au début, nous, mars, on s'est senti hyper seul. J'en ai déjà parlé avec d'autres sur des instances, mais on s'est hyper senti seul au départ. Et nous, à l'époque, on n'avait pas de médecin co, donc c'était un petit peu compliqué. Et puis, j'ai eu des coups de fil de professionnels comme le professeur Duchuc, qui me dit, mais comment allez-vous? Je dis, ce serait mieux avec un médecin co. Et puis, OK, ce que vous disiez tout à l'heure, je vous délègue un médecin à partir de demain. OK, il arrive. Et j'ai eu comme ça des coups de main professionnels, mais très, très importants. Après, ça nous a renforcés dans notre collectif parce qu'on s'est senti tellement seuls dans un premier temps qu'au bout d'un moment, avec des personnes de l'extérieur qui arrivaient vers nous, on a eu aussi les élèves de l'IFSI et de l'IFAS qui sont arrivés, etc., etc. Donc, nous, ça nous a fait énormément de bien parce qu'on s'est dit, OK, on n'est pas les parias, on ne nous abandonne pas et en même temps, il y a du taf, quoi. On est tous dans le taf et on va tous le faire. Donc ça a été très, très important pour nous. Ouais, je pense que c'est intéressant ce que vous dites, mais c'était aussi une hypothèse que nous, on avait fait dans le retour d'expérience, que les situations, elles étaient très différentes selon les établissements, selon aussi si on était dans un secteur urbain, comme vous, avec des écoles d'infirmiers, un CHU pas loin, etc. Et plus la situation qu'on a sans doute pu avoir à Somme-Dieu. Et on faisait aussi le pari que du coup, plus le virus était entré rapidement ou très tôt, et plus aussi ça avait été compliqué à gérer. Donc je pense que c'était un peu quelque chose comme ça que vous vouliez dire, Madame Claes, vous vouliez... Ça arrivait très, très, très rapidement. Voilà. Avant le confinement, on avait déjà des cas Covid. On a été vu, du fait qu'on est vraiment un peu excentré de Verdun, on a été vu comme des pestiférés. Donc, le collectif s'est fait parce qu'on a été vraiment que nous. On avait juste un médecin co qui a remplacé les médecins de ville. On a été vraiment livrés qu'à nous-mêmes. On était vus aussi comme des pestiférés un peu l'extérieur. On avait peur aussi pour les familles. Il y a certaines familles qui nous prenaient aussi. Donc, on a vécu toute la période de crise sanitaire, vraiment l'EHPAD en petite famille. Donc, je pense que c'est ça aussi qui a permis le collectif pendant toute la période de crise.
voilà, nos soucis d'extérieur, on les partageait qu'avec nos collègues. Voilà. Le collectif s'est créé comme ça. En fait, pour rebondir, Christelle, par rapport à ce que vous dites, fait des lits. Covid est rentré, nous, je veux dire, quand on a fermé les portes, on a aussi fermé les portes avant qu'on nous donne l'autorisation de fermer les portes. Mais nous avions Covid dans l'établissement depuis au moins 15 jours et que nous ne le savions pas. Voilà. On a eu la même réflexion que vous. Comment est-il rentré? Alors, le médecin co, c'est vrai que c'est arraché les cheveux. Il voulait absolument savoir comment il avait pu rentrer dans l'établissement, etc. Après, de toute façon, la raison, si on en connaît la cause, il était là au sein de l'établissement. Comme dit Christelle, au départ, c'est le fait d'aider, on était tout seul, vraiment tout seul. On s'est tous serré les coudes et on s'est renfermés sur nous-mêmes. On était, comme elle dit, vus comme des pestiférés. Plus personne franchissait la porte. Il y en a qui étaient même à 50 mètres autour de l'EHPAD et qui ne voulaient pas approcher la porte d'entrée, aussi bien la factrice que j'en passe et d'autres. Les médecins traitants ne venaient plus du tout au niveau de l'EHPAD. Notre médecin co restait tous les jours et venait tous les jours au sein de l'EHPAD pour s'occuper des résidents. Après, c'est vrai que comme on était tout au départ, comme vous, aucune procédure, aucun protocole, etc. Par contre, le soutien est venu un petit peu après parce que nous avons eu aussi des élèves aides-soignants et IFSI qui ont intégré l'EHPAD dans le sens où on s'entend, on connaît bien l'IFSI, l'IFAS au niveau du département et c'est vrai que le directeur nous a mis énormément de personnel au niveau de l'établissement. Donc ça a été quand même un soulagement, ça a bien aidé par rapport à ce personnel, sachant que moi aussi, au niveau des agents, il y avait énormément d'agents qui étaient aussi contaminés, donc c'était un petit peu compliqué. Comme vous l'a raconté sûrement Christelle et Michel, c'est vrai que les décès se faisaient tous à l'EHPAD, du fait que l'établissement, les hôpitaux ne prenaient pas les résidents. Donc tous les décès se faisaient ici, donc il fallait aussi les gérer, donc c'était assez compliqué. Maintenant, c'est une boutade, mais ce n'est pas une boutade, et c'est vrai. En tant que structure publique territoriale, nous n'étions pas connus, ou très peu connus de la DTARS. C'est vrai qu'une structure territoriale, en fait, la DTARS n'a aucun pouvoir sur nous. Moi, c'est monsieur le maire qui est président de l'EHPAD et qui est mon supérieur hiérarchique. Et je ne les avais jamais vus, j'en avais jamais entendu parler, à part recevoir des ordres, etc. Et là, la DTARS, je les ai connus, ils m'appelaient tous les jours pour prendre des nouvelles, savoir comment ça se passait. Mais vraiment, c'est impressionnant, même si on nous demandait énormément de choses à faire remonter parce qu'on était les premiers et que rien n'existait, on ne connaissait rien du virus et comment il pouvait se déclarer. Donc, c'est vrai que là, par contre, la DTARS, tous les jours, je les avais au téléphone, ils prenaient des nouvelles de l'EHPAD, comment ça allait, etc. Donc ça, c'est vrai que par rapport à une structure, c'est quand même au moins il y a eu un effet bénéfique par rapport à cela. Et par contre, nous avons eu quand même un collectif de familles de soutien. On a eu quand même des soutiens par rapport à l'extérieur, malgré qu'ils étaient à l'extérieur. Heureusement que nous avions quelques familles qui nous soutenaient, des gens de l'extérieur qui nous soutenaient. Mais comme a pu vous le dire Christelle et Michel, quand on vit de l'intérieur, les gens de l'extérieur ne peuvent pas se rendre compte de ce qu'on vit à l'intérieur. Ça, c'est impossible. Sachant qu'à l'époque, nous avions 83 résidents, on était complets, toutes les chambres étaient prises, etc. Donc, c'est vrai que ça, c'est plus problématique. Bon, après, la relation encadrement, direction, agent, je ne vais pas en parler, je préfère que ce soit elle qui en parle que moi. Mais voilà, mais par rapport au soutien, voilà ce que je voulais apporter. Alors là, effectivement, on a eu pas mal de choses très intéressantes, des échanges très riches. Donc là, on va devoir s'arrêter là sur cette partie. Du coup, la transition était bonne que vous parliez de l'ARS. Je vais laisser du coup Madame Ray qui a participé du coup à la séance avec nous là, pendant 2 heures de nous faire une petite conclusion. Alors, on ne vous entend pas. Je pense que votre micro doit être coupé. Voilà, excusez-moi. Est-ce que c'est mieux comme ça? Parfait. Oui, parce que je suis à la fois connectée avec mon smartphone et puis l'ordinateur. Tout va bien. J'ai eu quelques... Voilà, je ne vous ai pas entendu tout du long. Mais en tout cas, je vous remercie en fait d'avoir partagé aussi
ces éléments-là avec l'Agence régionale de santé qui a, elle aussi, eu l'occasion de travailler sur son collectif de travail. Et des choses ont vu le jour aussi au sein de nos institutions. En premier lieu, je voulais quand même se dire qu'on puisse partager le fait que ces webinaires, ces temps permettent aussi de se poser, de recontextualiser, de partager des pratiques. Et merci effectivement à Madame Caroli qui en fait nous permet de remettre des termes sur ce que nous avons vécu, nous permet aussi de reposer des définitions et donc des clés de décryptage. Voilà, pour mieux comprendre ce qui se passe, mais aussi pour mieux valoriser en fait tout ce que vous avez dit, c'est-à-dire à la fois le travail collectif, mais ce qui a émergé vraisemblablement là, c'est ce qu'on se partage au travers de la crise, ce collectif de travail et donc cette activité collective. Donc, c'est vrai que ce que l'on a partagé là pendant ces 2 heures, eh bien, c'est à la fois le fait que la crise a été, comme sur plein de sujets, hein, d'accord, un élément assez catalyseur et qui a permis de développer donc, ce qu'on peut maintenant appeler tous le collectif de travail et donc ces activités collectives. Et je trouvais très intéressant par ce biais-là qu'on puisse se dire que collectivement, on avait aussi travaillé à préserver la santé individuelle et puis travailler sur cette prévention des risques. De mon côté, j'ai aussi appris à travers nos échanges qu'il existait des signes très perceptibles en fait de cette vitalité du collectif et je pense que tout à chacun maintenant, c'est important qu'on sache effectivement les reconnaître comme des indicateurs en fait de nos équipes, comme des indicateurs finalement au sein des équipes. Un des enjeux que je retiens aussi de nos échanges, mais qui s'est aussi posé au sein des agences régionales de santé, en tout cas de la nôtre, c'est cette notion de durabilité. Durabilité, effectivement, de ces collectifs de travail et qui, on l'a bien compris, effectivement, délicat et difficile par rapport au turnover, par rapport à la fatigue, par rapport à l'épuisement. D'un point de vue institutionnel, je voulais juste vous faire un petit retour. Alors, c'est vrai qu'on en voit, c'est le problème de nos institutions. Hein, quand l'institution réfléchit à un système ou à des solutions possibles avant que ça arrive très concrètement à votre porte, ça peut prendre un petit peu de temps, mais a notamment décidé de poursuivre un certain nombre d'appuis, alors que vous n'avez peut-être pas tous dont vous n'avez peut-être pas tous bénéficié ou tous eu besoin, voilà, mais notamment cette notion de hotline, de pouvoir faire référence à un gériatre et notamment ce qu'on appelle dans le jargon assez administratif les astreintes de gériatrie vont être pérennisées et développées sur l'agence, au sein de l'agence, par l'agence du moins, et elles vont être pérennisées par les établissements de santé, alors essentiellement ceux des GHT, les établissements de santé on va dire pivot des GHT, mais c'est déjà effectivement un peu ça. Et une autre action que je voudrais citer et profiter en fait de partager avec vous on a cité notamment l'appui du CEPIAS ou des différentes équipes d'hygiène. Et donc, il a été décidé de développer ça au sein de l'agence régionale avec finalement le déploiement d'équipes mobiles d'hygiène. Alors, j'ai conscience que ce sont des dispositifs et effectivement qui vont prendre un petit peu de temps à se mettre en place, mais c'est l'idée en fait de poursuivre ces appuis extérieurs qui peuvent être, selon moi, qui peuvent contribuer à ce collectif de travail. Et c'est vrai que parmi nos échanges, on a beaucoup entendu parler de dynamique interne, finalement, dans le cadre de ces collectifs de travail. Mais peut-être que la création, peut-être le fait de reposer des partenariats avec différentes structures ou différents dispositifs, j'allais dire, qui entourent la vie de l'EHPAD, pourrait aussi, je pense, à mon niveau, mais voilà, à échanger, constituer et travailler aussi sur ces collectifs de travail. On a certains territoires, peut-être il y a des disparités, mais
beaucoup de dispositifs qui peuvent intervenir sur l'accompagnement de la fin de vie, sur alors l'hygiène, on vient un petit peu d'en parler, et peut-être que ça peut apporter des ressources supplémentaires et des soutiens aussi supplémentaires par rapport à ce que l'on a pu échanger et partager dans cette dynamique de collectif de travail. Donc, voilà ce que je retiens un petit peu très rapidement mais, de nos échanges. Et voilà, je trouvais que c'était très enrichissant et même à mon niveau, avec mon équipe en termes managériales. Voilà, j'ai pu repositionner ces définitions, en tout cas entre travail collectif, collectif de travail, activité collective, et donc faire ce lien avec la préservation de la santé individuelle. Merci. Oui, effectivement, on peut ajouter que là, voilà, on partage un socle commun de définition. On a vu que voilà, il fallait réunir certaines conditions aussi pour que ça fonctionne, qu'on pouvait avoir un peu des indicateurs. Et maintenant, effectivement, il y a des pistes, il y a des actions, il y a des choses à essayer. Et effectivement, ça pose toujours la question de la durabilité et de comment est-ce qu'effectivement on conserve ces collectifs de travail et cette vitalité du collectif. Alors, il nous reste à vous remercier. Donc, un grand merci, Madame Caroli, d'avoir accepté notre invitation et de nous avoir fait part de votre grande expertise. Merci à nos témoins du jour. Merci à tous les établissements qui ont participé aujourd'hui. Merci à l'ARS et puis un grand merci à mes collègues présentes aujourd'hui, Aline et Micheline, voilà, avec qui on travaille collectivement et avec qui on forme un véritable collectif de travail. Donc voilà, je crois qu'Aline, tu voulais dire un petit mot et puis juste après, je couperai l'enregistrement, mais par contre, je vous enverrai un petit lien dans la conversation pour que vous puissiez répondre à une ou deux questions sur l'évaluation de cette séance. Oui, merci. Alors, excusez-moi, il y a des gens qui font la fête juste en bas du bureau, donc je vais pas tarder à aller les rejoindre, mais ce sera un autre collectif. Juste pour vous dire qu'on est dans la semaine de la qualité de vie au travail actuellement, donc le réseau ANAC-TARAC fait beaucoup d'événements, alors pour le coup, en distanciel, beaucoup trop d'événements en distanciel. Mais vous avez fait partie de ces événements, même si c'était un événement un peu fermé pour nous. Mais je vous invite peut-être à aller sur le site de l'ANACT pour regarder s'il n'y a pas des événements qui pourraient vous intéresser, parce que le sujet de la qualité de vie au travail, de la semaine de la qualité de vie au travail cette année, ce sont les collectifs de travail. Donc, il y a peut-être des choses que vous pouvez aller prendre à droite, à gauche chez nos collègues de l'ensemble des régions de France métropolitaine et outre-mer. Merci.